Bonjour mes amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission que je réalise déjà depuis une douzaine de vidéos et qui donne la parole aux explorateurs de conscience. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Hervé Gaïa parce que pour citer sa présentation personnelle, il se définit lui-même comme un acteur conscient de la libération planétaire, un animateur radio et un blogueur spirituel. Donc, il va nous expliquer un petit peu le dessous des cartes, parce que vous connaissez bien sûr tout ce qui se passe au niveau géopolitique actuel, du moins ce qui nous est présenté comme tel. Et donc, lui nous parlera un petit peu plus de ce qu'il y a derrière et des forces en présence qui ne sont pas toutes d'origine terrestre, je vous le dis tout de suite, et qui sont là pour nous aider sur un chemin de libération dont on aura toute l'occasion d'en parler ici. Voilà, donc Hervé utilise un pseudo pour ses interventions et ne souhaite pas apparaître physiquement sur cette vidéo afin de garder un certain anonymat. Alors, nous allons commencer tout de suite par souhaiter un grand bonjour à Hervé Gaillard. Bonjour Hervé, comment vas-tu? Bonjour Luc, je vais bien, je te remercie et je te remercie infiniment pour cette invitation dans ton cycle d'émissions. Merci. Et suite à la question que je posais précédemment, peux-tu nous expliquer les raisons de ton choix de cet anonymat? Alors oui, et comme tu l'as signalé, effectivement, c'est un anonymat qui est relatif, hein, c'est un anonymat surtout sur Internet. En fait, c'est une question de sécurité et c'est aussi c'est une question de protection pour moi et pour mes proches. En fait, voilà, on vit la conclusion d'une guerre spirituelle qui a duré très très longtemps. Reviendra là-dessus. Et en temps de guerre, il faut savoir se protéger. Voilà. Et c'est vrai que pour beaucoup de travailleurs de lumière, dans cette guerre spirituelle dont beaucoup n'ont pas conscience d'ailleurs ou peu conscience, euh, c'est euh, c'est comme un jeu vidéo ou un bon roman de science-fiction. Voilà, pour beaucoup de travailleurs de lumière, un bon roman de science-fiction qu'ils lisent sur Internet. Mais pour ceux qui sont fortement impliqués dans les coulisses, si j'ose dire, ce jeu est quand même assez réel. Le danger est assez réel et certaines situations peut-être dangereuses. Voilà, il y a le sujet des attaques, dont on parle beaucoup sur la sphère Internet, et c'est une réalité, des attaques qui peuvent être physiques ou non physiques. Donc ça a vraiment un sens de se protéger dans une certaine mesure. Et c'est pour ça, moi, j'ai fait ce choix-là depuis le début, et je garde cette ligne jusqu'à ce que j'appelle l'événement avec un grand E. Mais voilà, je ne dévoile pas effectivement mon visage sur Internet jusqu'à ce que les forces obscures perdent le contrôle de la planète. Bien, bah écoute, tu nous as déjà mis alléché par rapport aux événements qui se déroulent actuellement à l'insu de la population mondiale pour la plupart. Alors, en préambule, je tiens quand même à préciser une chose, c'est que je suis en résonance avec un certain nombre de points qui vont être évoqués par Hervé aujourd'hui. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec tous ces points de vue. Mais je pense qu'il est important de connaître toutes les opinions de tous. Et ça me vraiment quelque chose. Je veux accorder bien sûr la parole aux personnes avec qui je ne suis pas forcément complètement d'accord ou je vois les choses un petit peu différemment par rapport à lui. Et donc, mais c'est toujours intéressant d'entendre justement ce que les autres ont à nous dire parce que ça nous permet de réfléchir. Et donc, ce sera à vous, chers téléspectateurs, de, de faire le point, de prendre un petit peu ce qui vous convient. Quoi qu'il en soit, Hervé a l'avantage et on va parler de Cobra, on va parler d'un livre également, et ça a l'avantage de faire une espèce de synthèse de tout ce qui se déroule autour de nous
aujourd'hui et depuis bien des millénaires, on va le voir tout à l'heure. Mais parce qu'on entend une foultitude d'informations de différents auteurs, de différents points de vue, de différentes channels, de différents médiums, etc. Et on s'y perd. Donc avec Hervé, on va essayer de faire une espèce de synthèse pour ça. Et donc, d'ailleurs, je tiens à signaler qu'il y avait un livre très intéressant qui fait d'ailleurs cette synthèse, qui n'est pas d'Hervé, mais qui est de Pierre Wingmakers. Donc, je vous donnerai le lien pour acheter ce livre qui n'est pas en vente sur Internet. Je signale tout de suite que sur Amazon, il y a un autre livre qui s'appelle Le Portail de Lumière et qui n'a rien à voir avec ça. Donc, lui, il fait vraiment une synthèse et moi, j'ai été impressionné par la foultitude d'informations qu'il y a dedans et qui se tiennent très bien. Mais comme je vous l'ai dit, je garde une certaine distance par rapport à certains éléments, bien que j'en partage un grand nombre. Et puis, il y a aussi ces bandes dessinées qui sont très sympathiques aussi à lire parce qu'elles nous racontent justement l'histoire de la Terre, l'histoire de l'humanité, l'histoire également actuelle, pratiquement mois par mois, etc. Donc il y a deux tomes. Ces livres ont été écrits par Cobra, on va y revenir dans un instant, Pascal Antichan et Eric Curta. Voilà, donc ça, ceux-là aussi ne doivent pas être en vente sur les réseaux, mais je vous indiquerai le lien pour pouvoir vous les procurer si ça vous intéresse. Donc il y a déjà deux tomes qui sont sortis, il y a un troisième qui est en cours avec justement tous les événements qui se passent actuellement dans l'ombre. Voilà, donc assez parlé, assez bavardé. Venons-en au fait. Voilà, donc pour commencer, Hervé, je pense ne pas me tromper en disant que la plupart des informations que tu vas nous transmettre viennent d'un contacté très particulier qui se dénomme, qui se surnomme Cobra. Alors, la première question, ce contacté, oui, il est contacté, mais avec qui? Peux-tu nous expliquer? Oui, tout à fait. Donc, alors comme voilà, comme tu le disais au début, hein, donc je suis un acteur de la libération planétaire. Je suis animateur de Radio Pléiade. Je suis blogueur spirituel, mais aussi je me suis fait remarquer sur la sphère Internet comme commentateur, hein, des informations du contacté Cobra. Donc, je fais régulièrement des émissions, notamment à travers ma Radio Pléiade, pour commenter notamment ces fameuses mises à jour de situations planétaires, du contacté Cobra. Alors, donc qui est-il? Alors, il se définit comme une âme pléiadienne, hein, mais incarnée dans un corps d'humain, qui appartient d'ailleurs, il le dit lui-même, au Mandaladan de Semjase. Pour ceux qui connaissent, Semjase, c'est une personne, une pléiadienne, qui est apparue notamment à Billy Mayer sur Terre en fait, puisqu'il y a eu il y a eu des contacts, hein, on en reparlera, entre les Pléiadiens et la population terrestre. Cobra, en fait, ce qui est intéressant avec lui, c'est que les informations qu'il révèle ne correspondent en rien à celles des autres informateurs. En fait, elles sont uniques, elles sont d'une précision incroyable. Elles parlent à la fois d'histoire, de physique quantique, de religion, de politique effectivement internationale, de géopolitique galactique. Enfin voilà, il arrive à unifier un petit peu tous les sujets. Et c'est assez impressionnant de voir comment on peut recouper ces informations avec d'autres informateurs ou avec nos expériences personnelles. Donc voilà, les informations qu'il révèle en fait sont directes. Ce ne sont pas des canalisations. C'est important de le signaler. Donc ces informations lui sont fournies essentiellement par deux sources qui sont les Pléiadiens et qui sont les membres du mouvement Résistance. On pourra en reparler plus tard. Le mouvement Résistance, ce sont des humains qui vont nous aider justement à libérer cette planète. Alors j'ai bien conscience que je peux dire des choses qui peuvent sembler très farfelues à une grande partie de la population. Pour autant, voilà, je retranscris ces informations de ce contacté Cobra et j'adhère moi-même à une bonne partie de ces informations, mais pas forcément à toutes. En tout cas, je prends plaisir à les commenter. Voilà. Et alors, pourquoi ce pseudonyme un peu bizarre de Cobra qui fait penser évidemment à un reptilien? C'est vrai que ça inquiète. Souvent, c'est l'espèce de porte, c'est la porte à franchir en fait pour pouvoir comprendre toute la valeur qu'il y a derrière.
Et il faut comprendre les apports essentiels à la lumière qu'apporte ce personnage. Pour le comprendre, je pense qu'il faut le rencontrer justement dans ses conférences, puisqu'il donne des conférences dans le monde entier. Alors, que veut dire ce nom? Alors, Cobra serait donc l'acronyme, une espèce d'acronyme construit à partir de deux mots anglais qui sont Compression Breakthrough. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire la percée par compression. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc, la percée par compression? En fait, c'est une référence aux forces de la résistance, donc ce mouvement résistance dont je parlais, qui est basé en partie sous terre et qui pousse vers le haut pour la libération de la surface de la planète, tandis que ce qu'on appelle plus communément les galactiques, en tout cas les galactiques bienveillants, les forces de la lumière, viennent du haut et poussent vers la surface de la Terre en partant du haut. Donc on a deux mouvements. Donc un mouvement du bas vers la surface, un mouvement du haut vers la surface, de deux forces, deux factions globalement positives qui vont créer une percée par compression de la lumière à la surface de la planète pour libérer la surface de la planète, puisque c'est pas toute la planète qui doit être libérée, mais la surface. Donc et ces deux forces créent une poussée opposée qu'on pourrait appeler une percée par compression. Voilà. Donc il a un site internet qui s'appelle le Portail, qui est une référence qui serait une référence au site intranet du mouvement de la résistance et qu'il a ouvert en 2012 et qu'il entretient depuis, donc en mars 2012. Et sur lequel on peut trouver donc des informations à destination de la population générale, comme nous, mais qui touche beaucoup, bien sûr, les travailleurs de lumière, mais aussi des informations qui sont à destination du mouvement résistance, qu'il y a des codes de résistance. C'est un peu comme les radios de nombre. Je ne sais pas si vous connaissez, si tu connais, Luc, mais voilà, sur Terre, il y a des choses étranges aussi. Il y a des radios de nombre. Ben là, il y a des codes de la résistance. Il y a que leurs destinataires qui sont capables de comprendre leur véritable signification. Et Cobra diffuse ces codes de la résistance à travers son blog. Ouais. Voilà. Eh oui, bah d'ailleurs, il y a une radio en Russie qui émet des choses assez particulières depuis l'époque de l'Union soviétique, la Deuxième Guerre mondiale. Ça nous rajeunit pas. Et donc, il envoie des mots, des successions de mots. On ne sait pas d'où ça vient, on sait pas. Et là, actuellement, chose étonnante, il a envoyé 4 fois un message en une journée avec des mots, etc. Donc ça, les Français parlent au français, c'était les messages codés qui étaient destinés à la résistance. Mais justement, résistance. Résistance, il y a Cobra, ok, mais il y a aussi beaucoup d'autres contactés, il y a des auteurs, il y a des divulgateurs. Et là, je reste toujours un peu stoïque en me disant, ok, toutes ces personnes font un travail très intéressant, mais si véritablement ils dérangent l'ombre, je dirais que les forces de l'ombre et même simplement les agences secrètes des différents gouvernements, eh bien, sont capables de pouvoir les tuer avec une facilité déconcertante, sans même que nous nous en apercevions, que nous apercevions que c'est un attentat. Et donc, pourquoi restent-ils vivants, tous ces personnes qui racontent ces histoires? Est-ce qu'ils sont pas justement au service de l'ombre sans le savoir? Voilà, c'est une question qui me semble importante pour commencer. Ils sont toujours vivants, donc on peut dire ils sont bien protégés, mais aussi d'un autre côté, ils pourraient être éliminés très facilement par les agences secrètes, et pourtant ils sont toujours là à nous expliquer plein de choses. As-tu une réponse aussi par rapport à ça? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et je remercie la lumière d'ailleurs de cette protection qu'elle nous accorde, Luc, toi et moi, puisque finalement nous prétendons travailler pour la lumière et nous sommes toujours vivants, Dieu merci. Donc il y a bien quand même une protection qui existe pour les travailleurs ou les guerriers de lumière. Alors à propos de Cobra en particulier, donc son identité doit être protégée pour des raisons de sécurité et parce que des gens qui lui sont chers, ils ont été sévèrement torturés. Et quand je parle de torture, je parle de torture physique. Sa compagne, qui s'appelle Isis Astara, enfin qui s'appelait, et donc c'est une information publique, hein, elle a été tuée par une arme à énergie dirigée. Donc lui est bien vivant, mais sa compagne a été éliminée par les forces sombres. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que
Donc, ils bénéficient, comme nous, dans une certaine mesure, bénéficiant d'une certaine protection. Cobra dit lui-même, ma participation active a commencé donc comme résistant quand on m'a offert une protection lorsque les membres de la cabale m'ont attaqué après que j'ai publié au grand public quelques informations sensibles à leur sujet. Donc, il a été attaqué, il l'est toujours. Il est très impliqué dans le travail spirituel, donc il sait aussi se protéger, mais parfois, malheureusement, voilà, ça ne suffit pas, comme c'est arrivé avec sa compagne. Alors moi, ce que je voudrais aussi mettre en avant, c'est un concept qui est issu de la théorie des jeux, dont tu as peut-être entendu parler, qui s'appelle l'équilibre de Nash, du nom d'un mathématicien américain qui a travaillé là-dessus, un mathématicien de génie, Nash, N-A-S-H. L'équilibre de Nash, c'est une situation dans laquelle chaque joueur ou participant prend la meilleure décision possible en tenant compte des décisions des autres joueurs. Voilà. Donc c'est la théorie des jeux, mais la théorie des jeux s'applique bien sûr à la théorie des conflits, à la théorie des guerres, etc. Puisque ça peut être modélisé comme un jeu. Hein. Beaucoup de jeux sont des guerres et beaucoup de guerres sont des jeux. Tuer Cobra romprait d'une certaine façon l'équilibre de Nash dans ce jeu, dans cette guerre entre l'ombre et la lumière. Et cela permettrait cela permettrait aux forces de la lumière en fait de faire des avancées très significatives que l'ombre ne souhaite pas. Donc, pour préserver cet équilibre de Nash, certaines personnes clés à la surface de cette planète qui travaillent pour la lumière ne peuvent être éliminées de façon directe. Oui, tout à fait. Donc, on peut aussi considérer que au moins les forces de l'ombre savent où se trouvent les divulgateurs, Cobra, etc. Et donc, ce qui est toujours plus aisé pour eux que de retrouver, parce que s'ils disparaissent, il y en a d'autres qui vont venir. Et donc là aussi, il va y avoir tout un travail pour essayer de les repérer et de choses comme ça. Donc ça peut Alors, excuse-moi, je me permets une petite addition, c'est que tu disais, oui, alors tous ces divulgateurs qui sont tous en vie aujourd'hui, il faut savoir quand même que il y a il y a beaucoup de choses dans le monde de la divulgation. Peut-être qu'on approfondira ce point-là, mais il y a des personnes justement qui sont mal informées ou qui sont informées par l'ombre ou qui sont informées, voilà, et qui finalement participent à la désinformation. Donc ces personnes-là, on n'a pas intérêt à les éliminer puisqu'elles participent au jeu et qu'elle joue un rôle justement pour pouvoir désinformer les travailleurs de lumière ou les démobiliser, etc. Donc il y a aussi beaucoup de grisailles et beaucoup d'obscurité dans ce qu'on croit être de la vraie divulgation ou de la vraie spiritualité. Oui, oui, c'était tout à fait ce que j'étais en train de te dire tout à l'heure, c'est que parmi les divulgateurs, est-ce qu'ils répondent pas justement à l'ombre et que, en fin de compte, ils sont en train, c'est un peu comme les messages de channeling qui sont très beaux, mes amours, je vous aime, on vous attend Exactement. et dans la cinquième dimension, etc. Je leur dis déjà, bon, attends, avant de nous attendre dans la cinquième D, venez plutôt nous aider aujourd'hui. C'est là qu'on en a plus besoin. Mais dans un beau message de channeling, il faut y faire très, très attention parce qu'à l'intérieur, il peut y avoir des erreurs, des détournements, pour ne pas dire des mensonges et qui vont fausser complètement l'ensemble du texte et qui vont faire croire souvent des choses. Donc, il est important, y compris pour cette émission, parce que on divulgue toujours ce que l'on voit, tout ce que l'on sait, mais Hervé connaît beaucoup de choses, mais je pense qu'Hervé, comme Cobra, ne connaissent pas tout, et donc il est important de garder toujours son sens critique. Alors, Hervé, j'ose pas te poser la question parce que je sais que c'est la boîte de Pandore avec tellement de choses à raconter, mais je te demande d'être synthétique parce qu'on a encore beaucoup de choses à raconter au cours de cette vidéo. Je voudrais que tu nous expliques, du point de vue de Cobra, de ton point de vue, quelle est l'histoire de l'humanité, la vraie histoire de l'humanité, pas celle qu'on nous raconte dans les livres d'histoire, etc. Dis-nous un petit peu. Raconte-nous ton point de vue. Allez, je vous raconte ma petite histoire et puis n'hésite pas à m'interrompre si ça dure trop longtemps. Mais c'est super intéressant d'écouter effectivement les informations de Cobra parce que en fait on découvre finalement l'histoire cachée de la planète. Et aujourd'hui on sait que toute notre histoire telle qu'elle est apprise dans les manuels à l'école, à l'université, on sait qu'elle est frelatée, elle est complètement revue, elle est toute fausse en réalité. Tout sera à réapprendre. Alors
on va, allez, on commence 8 millions d'années en arrière. C'est parti. Accrochez-vous. Des archanges se sont déconnectés de la source dans le système stellaire d'Orion. Donc l'ensemble du système d'Orion a été impliqué dans le processus. Donc vous savez que une partie de l'obscurité, il y a beaucoup de légendes terrestres qui tournent autour de ça, provient donc du système stellaire d'Orion. Donc c'était il y a 8 millions d'années. Des archanges font le choix de l'obscurité. On fait Certains, certains d'entre eux. certains. Donc voilà, ce qui va déclencher justement un certain nombre de conflits entre l'ombre et la lumière et des guerres galactiques, stellaires, etc. Allez, on fait un grand bond en avant. Là, je t'épargne 7 millions d'années. On fait un bond en avant et on est 1 million d'années en arrière. 1 million d'années en arrière, l'Atlantide a commencé il y a à environ 1 million d'années. Et ce que la plupart des gens décrivent comme l'Atlantide, en réalité, n'est que la dernière fraction de l'histoire de l'Atlantide, la toute petite dernière partie de l'Atlantide, donc qui remonte à 10 ou 20 000 ans. C'est ce que les gens voilà, appréhendent en général lorsqu'ils parlent de l'Atlantide. Mais en réalité, l'Atlantide a démarré il y a à peu près 1 million d'années. Et d'ailleurs, il y a 3 phases, j'en profite pour le préciser, il y a 3 phases à l'Atlantide. Une première phase a démarré dans les Pléiades, une deuxième phase sur Terre, il y a 1 million d'années, et une troisième phase est à venir. C'est la nouvelle Atlantide que nous attendons justement avec la nouvelle Terre. Voilà. Et il y a un peu moins d'un million d'années, eh bien, il y a l'arrivée. Oui. Hervé, petite précision. Euh, L'Atlantide, ok, bon, on va pas parler de la Lémurie, de l'Hyperborée aussi, qui étaient des bons mythes, etc. Mais la population de l'Atlantide venait d'où? Ah, elle était très bigarrée. Alors justement, je vais en parler. Alors, Excuse-moi de t'avoir interrompu. non, mais il y a pas de souci. Alors, juste, voilà, pour respecter l'ordre chronologique, je te réponds juste après. Donc, il y a un peu moins donc d'1 million d'années, donc environ 900 000 ans. Qu'est-ce qu'il se passe? Arrivée des forces obscures dans le système solaire, donc qui viennent de la constellation d'Orion. Et en réalité, il y a une partie, donc les Rigéliens, Rigel, hein, c'était le cœur en fait, c'était le bastion des forces sombres pendant longtemps, l'étoile de Rigel. Donc il y avait des forces sombres qui venaient de la galaxie d'Andromède également. Voilà. Donc il y a environ 900 000 ans en arrière, les premiers archontes, alors je pense que ton public est familier avec ce terme-là, sont arrivés ici. Et ils sont entrés dans le système solaire et ils ont posé leur première base sur les lunes de Saturne, d'où tous les mythes de Saturne qui tournent autour de Saturne. Et ils ont posé aussi des premières bases sur Mars. Voilà, donc ils n'ont pas investi la Terre tout de suite d'entrée de jeu. Et il y a, donc pour répondre à ta question, il y a 200 000 ans, donc allez, on refait un bond en avant, donc il y a 200 000 ans, donc l'Atlantide est devenue une civilisation mondiale qui est guidée et encouragée par différents groupes de races cosmiques, des races bienveillantes, donc et notamment une aide pléiadienne a amené l'Atlantide à son apogée il y a environ 200 000 ans. Mais il n'y a pas que les Pléiades qui sont impliquées justement dans ce fleurissement de l'Atlantide. Il y a 75 000 ans, donc ce sont les informations de Cobra, hein, donc il y aurait eu une colonisation à partir du système stellaire de Sirius, qui a élevé au plus haut degré donc la civilisation atlante, il y a 75 000 ans, et chacune des races galactiques a apporté son aide en donnant des technologies, des enseignements spirituels, etc. Et chaque race a créé son propre réseau sur Terre aussi, donc des villes de surface, mais aussi des villes souterraines, des tunnels, les pyramides, des technologies de stabilisation des plaques tectoniques, puisqu'il y a besoin de le faire pour éviter les grands cataclysmes de façon régulière à cause de la pulsation galactique, etc., etc. Donc voilà, donc là on est 75 000 ans avant Jésus-Christ, on est à l'apogée donc de l'Atlantide. Est-ce que tu veux faire un commentaire à ce stade, Luc? Non, 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 non. Le seul commentaire que tu pourras essayer de faire, c'est les liens qu'il peut y avoir avec les autres civilisations mythiques, comme je t'ai évoqué, la Lémurie, l'Hyperborée. Quels sont les liens entre l'Atlantide, la Lémurie, parce que la Lémurie, l'Hyperborée, certains prétendent qu'ils étaient même là avant l'Atlantide. Ah oui, c'est tout à fait le cas. Effectivement, Lémurie avant l'Atlantide, Hyperborée avant la Lémurie, et c'était des phases en fait de l'histoire de la Terre
Terre où la Terre n'était pas encore complètement justement, enfin dans les plans de plus forte densité, notamment dans les plans matériels. Par contre, là, quand on parle de civilisation atlante, la Terre est dans le plan de plus forte densité. Tout Donc à fait. voilà, mais voilà, bon, après voilà, mais il n'y a pas eu de guerre entre la Lémurie et l'Atlantide comme certains ont pu le prétendre. C'est vraiment des phases différentes. Il y a Rudolf Steiner parle beaucoup de ça, de ces différentes phases de la Terre. Moi, je peux vous conseiller d'aller écouter ce qu'a dit lors de ses conférences Rudolf Steiner pour ces trois phases principales, donc Hyperborée, Lémurie et Atlantide. Alors, maintenant, on refait un bond en avant. Donc, il y a 26 000 ans. Alors, 26 000 ans, là, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant, ce chiffre-là? Parce que ça correspond, en fait, à deux pulsations galactiques. Les pulsations galactiques, hein, c'est le cœur de la galaxie qui bat tous les 13 000 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a 26 000 ans? Les forces obscures, donc, qui viennent d'Orion et d'Andromède, investissent la Terre. Les êtres humains, donc, et ils ont été partiellement corrompus, et donc ils deviennent curieux et veulent faire l'expérience de la dualité. Ils ont signé des contrats sombres, dans lesquels ils se sont portés volontaires pour être implantés. Voilà, on pourra reparler des implants. Et oui, ils veulent des implants. Comme aujourd'hui, certaines personnes pourraient en vouloir justement pour rentrer plus facilement en boîte de nuit ou pour avoir des super pouvoirs ou être transhumanisés. Voilà. Donc cette expérience a déjà été faite sur la Terre, figurez-vous. Donc ils ont invité les forces obscures, donc ça s'est fait avec la participation de l'humanité, ils ont invité les forces obscures à venir sur la Terre en échange de plus de pouvoir et de richesses matérielles. Bon, inutile de vous dire que c'était voilà, ils se sont bien fait avoir, évidemment. Et donc, il y a environ 26 000 ans, les archontes ont investi la planète Terre avec tous leurs sbires et ont déclaré que la planète Terre était leur propriété et que tous les êtres la peuplant deviendraient leurs otages et esclaves. Et donc, cette planète est entrée en quarantaine il y a 26 000 ans. Voilà, et ça, c'est un concept très important chez Cobra. C'est un concept auquel j'adhère d'ailleurs complètement. Nous ne sommes pas sur une planète école, nous sommes sur une planète prison. Et ce concept de quarantaine perdure depuis 26 000 ans, suite à l'invasion archonte, donc d'il y a 26 000 ans, qui a été invité, les archontes qui ont été invités par des humains. Voilà. Mais euh, déjà, pour les personnes qui nous regardent, la notion des archontes représente aussi les archanges déchus dont tu parlais tout à l'heure, et les archanges, et qui ont essayé de prendre une autonomie. Et qu'est-ce qui s'est passé essentiellement? Moi, c'est ce que, de mon point de vue, c'est qu'en fin de compte, ils se sont coupés de la lumière divine. Et là, quand ils se sont coupés de la lumière divine, alors que c'était des archanges, des êtres de lumière, etc. Et en se coupant de cette lumière, ils sont devenus complètement fous, quelque part. Ils sont devenus des narcissiques, des gens qui sont des psychopathes, etc. Donc, ils travaillent pour eux. Mais le fait est que ça a été cette séparation. Alors, pour revenir tu me diras si tu vois ça un petit peu comme moi. Et l'autre élément, c'est, OK, les forces obscures, les terriens ont signé, enfin les Atlantes ont signé un contrat et on verra que il n'y a pas encore très longtemps, certains gouvernements auraient signé aussi un contrat avec certaines races extraterrestres négatives. Et donc, cette arrivée des archontes et de leurs forces, il n'y a pas eu une guerre, il n'y a pas eu quelque chose qui s'est produit à ce moment-là? Alors, il y a eu une succession de guerres, effectivement. Alors, je suis tout à fait en phase hein, avec ce que tu dis, Luc. Je voudrais peut-être en profiter pour faire un petit aparté. Alors, quitte à bouleverser un petit peu ton ordre du jour, mais parce on parlera. Tu avais prévu de parler des forces en présence, mais en fait, on est dans le sujet, on est déjà dans le sujet, Pas de souci. Bon, ça, je m'adapte, il n'y a pas de souci. Vas-y. c'est gentil, merci beaucoup. Et en fait, des informations qu'on entend régulièrement dans la sphère spirituelle et ce que j'appelle moi c'est le New Age déformé, les enseignements New Age déformés, c'est que l'ombre est indissociable de la lumière, c'est que l'ombre doit exister. Et je m'inscris complètement en faux par rapport à ça. Quand je parle de l'ombre, je parle de forces obscures. En fait, si on veut parler donc de deux forces en présence dans cette guerre spirituelle dont nous parlons, donc il y a l'ombre et la lumière avec des majuscules.
C'est en fait, on se laisse quelque part un peu corrompre par cette analogie pernicieuse donc entre la lumière et l'absence de lumière physique. Effectivement, voilà, si on fait une analogie par rapport aux photons, au monde physique, donc il y a la lumière, il y a l'obscurité, c'est indissociable. Il y a des photons, il y a de la lumière, il n'y a pas de photons, il y a de l'obscurité. Mais c'est pas ça dont on parle. Quand on parle de la guerre entre l'ombre et la lumière, ce n'est pas de cela dont on parle. Donc cette analogie est pernicieuse. Ce que nous appelons l'ombre n'est pas l'absence de lumière physique, c'est la subversion des règles de l'univers, et c'est la subversion des règles de la source. Et on pourra reparler plus tard justement du codex galactique. C'est une violation du codex, et en fait, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le résultat d'une certaine contingence. Et c'est ce concept que je voulais introduire, qui n'est pas très connu dans la sphère spirituelle, qui fait que beaucoup s'égarent et disent que l'ombre est nécessaire et donnent implicitement leur consentement à l'existence de l'ombre. Qu'est-ce que la contingence? La contingence, en philosophie, désigne une situation ou un événement qui pourrait se produire, mais qui n'est pas nécessaire. Cela veut dire qu'il n'y a rien qui oblige cet événement à arriver. Voilà. Il est possible qu'il arrive comme il est possible qu'il n'arrive pas. C'est ça la contingence. La contingence. C'est un peu comme le lancer de dés. Donc si vous lancez un dé à 6 faces, il peut tomber sur le chiffre 3, mais il n'y a rien qui impose qu'il doive tomber sur le chiffre 3. Il peut tomber sur un autre chiffre. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pourquoi l'obscurité existe, pourquoi les forces du mal se sont développées dans l'univers, c'est un résultat de la contingence. C'était une possibilité qui existait, mais absolument pas une nécessité. Et on a insisté là-dessus, et tu en as parlé. Donc ces archanges qui ont fait le choix d'expérimenter le côté obscur, donc qu'on désigne plus communément sur le terme d'archonte, c'est le résultat de cette contingence. Ce n'est pas une nécessité. Et donc c'est aussi un manque de vigilance quelque part de la source, un manque de vigilance de la lumière, qui ont laissé les choses aller un peu trop loin, peut-être, et ce qui fait qu'aujourd'hui cette guerre spirituelle existe. Mais il n'est absolument pas nécessaire d'avoir de la souffrance, du malheur dans cet univers, et c'est d'ailleurs ce à quoi nous allons mettre fin avec la libération de cette planète. Donc voilà l'aparté que je voulais faire. Oui, parce que ce qu'il faut, c'est être bien clair aussi là-dessus, parce que il y a deux notions de l'ombre, à mon sens. Il y a l'ombre, un peu comme on pourrait dire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les forces nazies étaient les forces de l'ombre. Donc, ok, ça c'est un peu ce qu'on est en train de parler des forces positives qui combattent les forces, disons, plutôt négatives, histoire de simplifier un peu le débat. Puis après, il y a l'autre élément qui est la notion qui est souvent avancée, le bien et le mal, mais moi je ne suis pas pour cette notion-là, je suis plutôt pour le bon et le mauvais. On a tous une part sombre et une part de lumière, mais c'est ça, c'est sur un plan plus spirituel. C'est là quand on parle de tout ce qui se passe avec les archontes, avec tout ça, ça se place plus, disons, plus dans la matérialité. Donc c'est pour ça que il y a cet amalgame qui est fait entre les forces de l'ombre, on pourrait dire les forces nazies qui ont attaqué l'Europe étaient des forces de l'ombre, on pourrait le dire ça aussi, mais c'était des forces négatives qui essayaient de dominer. Donc il faut faire la distinction, il y a cet amalgame, et dont tu as raison de parler, qui fait que on mélange un peu ce qui se passe sur le plan, je dirais, galactique et terrestre, etc., et ce qui se passe sur le plan spirituel, qui sont deux choses différentes, bien qu'elles sont reliées, on est bien d'accord. Et comme tu le dis très justement, avant que les archontes n'interviennent, je dirais quelque part, l'univers était harmonie. C'était que dans l'harmonie, c'était un monde d'harmonie qui était créé par le divin, nourri par les énergies divines d'amour, etc. Donc c'était un monde d'harmonie, et c'est cette ombre qui est apparue, mais tu dis, il y a peut-être eu une erreur du divin ou un laisser-faire, ou moi je suis plutôt partisan de l'idée que le divin était tout à fait bien au courant de ce qui est se passer ou ce qui allait se passer, etc. Et que s'il a laissé faire, c'est parce que quelque part, nous avons besoin de le vivre pour comprendre un certain nombre de choses. C'est mon point de vue. Ça n'engage que moi.
Oui, alors ça pose une question aussi que dans les dogmes religieux, on parle de d'omnipotence et d'omniscience du divin, et mais ça mérite sérieusement d'être rediscuté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il n'était pas prévu que l'obscurité aille si loin. Et voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on rentre dans un débat philosophique et difficile. Allez, on va reprendre le fil de notre chronologie. On pourra Merci. refaire une autre émission éventuellement pour approfondir cette question de la contingence et du bien et du mal, ou du bon et du bien. Alors, donc voilà, donc il y a 25 000 ans, les forces obscures, notamment de la galaxie d'Andromède, ont créé un groupe particulier qui est très peu connu, qui s'appelle le groupe Chimère, qui ont investi la Terre dans des corps humanoïdes et qui ont participé à cette mise en quarantaine de la planète. Mais la particularité de ce groupe Chimère, dont on entend peu parler, c'est que eux, c'est des techniciens, donc ils maîtrisent les technologies, et justement la technologie de la quarantaine, ils l'ont apportée à son paroxysme. J'ai pas envie de dire à sa perfection, mais à son paroxysme. Ils ont construit une barrière électromagnétique scalaire autour de la Terre, le voile. Et je sais de ce dont je parle, puisque personnellement, j'ai découvert que j'étais un testeur de voile. Je teste l'existence et la solidité du voile à travers mes rêves conscients. Et donc, ce voile empêche tout contact positif avec les extraterrestres, isolant ainsi l'humanité et garantissant ainsi la quarantaine. Donc voilà. Donc le groupe Chimère, alors qui n'existe plus aujourd'hui, hein, je le précise, puisqu'on arrive dans la fin de cette guerre, mais en tout cas, ils ont joué un rôle fondamental pour cet isolement et cette mise en quarantaine. Oui, pardon, Luc. Non, 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 c'était simplement une petite précision qui m'intéresse, c'est de savoir cet isolement intéresse uniquement la planète Terre ou est-ce que ça intéresse tout le système solaire? Alors, les forces sombres ont investi tout le système solaire, enfin, ou une partie, enfin, ça dépendait des périodes, enfin, j'ai envie de dire galactiques, mais les forces sombres étaient présentes aussi sur d'autres systèmes stellaires. Donc, j'ai parlé de Rigel, qui était un des bastions traditionnels des forces obscures, mais bon, il y en a eu d'autres dans l'univers, et c'est pour ça qu'il y a eu des guerres galactiques pendant des millions d'années, parce que justement, la lumière s'était forcée de réduire petit à petit le territoire de l'ombre, pour en arriver à la situation où nous sommes aujourd'hui. Et nous considérons, donc à l'instar du contacté Cobra, que la planète Terre est aujourd'hui, allez, soyons prudents, serait aujourd'hui le dernier bastion des forces obscures dans notre univers. Ce qui met effectivement une pression toute particulière sur les travailleurs de lumière, puisque nous avons un enjeu considérable avec la libération de cette planète. Parce que cela veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, si on adhère à ce que dit Cobra, concrètement, ça veut dire qu'avec la libération de la surface de la planète Terre, c'en est la fin des forces obscures dans cet univers. Donc c'est pas rien, c'est pas rien. Oui, parce que on considère, il y avait un texte que j'avais lu, là encore, on reçoit plein d'informations, mais qui était dit que si quelquefois les forces négatives sur cette terre gagnaient, eh bien à ce moment-là, ils allaient développer une société qui était présentée un peu comme une société qui était proche de la pensée nazie, etc. Et que cette pensée allait risquer de se disperser également dans l'ensemble de la galaxie, créant des émules et continuant d'envahir. C'est plus pas forcément un envahissement militaire, mais un envahissement par un modèle qui serait donné par ces forces obscures. Voilà, donc c'est pour ça aussi que il racontait que ce serait une des explications de l'intervention des forces positives pour empêcher ce fil du temps, parce que c'est un fil du temps parmi plein d'autres, pour empêcher que ce fil du temps arrive et que ce ver se développe dans la pomme, c'est-à-dire que cet esprit négatif se développe dans l'ensemble de notre galaxie. Alors, maintenant, on fait un bond en avant. Allez, je continue. Et on reparlera un petit peu des nazis à la fin de ma chronologie, si on y arrive, je ne sais pas. Mais puisque tu les as cités deux fois déjà, donc il y a 15 000 ans maintenant, il y a 15 000 ans, une faction donc venue d'Orion toujours s'infiltre dans les réseaux de l'Atlantide. Et qui nous pousse à faire un mauvais usage de la technologie, ce qui est à l'origine du fameux déluge dont il est question dans la Bible, mais dont il est question dans beaucoup de civilisations à la surface de cette planète. Donc voilà, il y a environ 15 000 ans, il y a eu un déluge, donc qui a engendré la disparition de l'Atlantide. Donc c'était quelque chose qui était voulu par les forces obscures.
Mais une partie de cette technologie existe encore, hein, ces technologies sombres. Ensuite, à peu près à la même époque, justement, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans cette guerre spirituelle, dans cette guerre entre ombre et lumière, il y a toujours en fait une influence conjointe de l'ombre et de la lumière. En fait, quand l'ombre, c'est l'équilibre de Nash dont je parlais tout à l'heure. Quand l'ombre fait un pas en avant, la lumière fait aussi un pas en avant. Et donc la situation évolue en permanence, et il ne faut pas voir la planète Terre comme juste, je dirais c'est pas juste de l'ombre. Il y a toujours eu de la lumière, même dans les moments les plus sombres de l'histoire terrestre. Il y a toujours eu de la lumière qui a subsisté sur cette planète, justement pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle la triangulation de l'ombre par la lumière. Et en l'occurrence, pour réaliser cette triangulation, en gros cerner l'ombre et réaliser des actions adverses justement pour contrer l'ombre, il y a un ordre secret qui a joué un rôle important qui s'appelle l'ordre de l'étoile, donc qui s'est véritablement formé, consolidé pendant la période de l'Atlantide. D'après Cobra, cet ordre de l'étoile serait à l'origine du Sphinx, la création du Sphinx. Et en l'occurrence, il a joué un rôle important. On pourra en reparler un petit peu plus tard, notamment à travers les résurgences dans l'histoire de mouvements éminemment positifs comme les Cathars, par exemple, ou le mouvement templier. Donc voilà, donc l'ordre de l'étoile, quelque chose à retenir. On refait un bond en avant. On est 2600 ans, avant Jésus-Christ. Et là, on va parler de la naissance de la civilisation grecque. Les Pléiadiens, donc vous connaissez le système stellaire des Pléiades, un amas de plus de 440 étoiles dans la constellation du Taureau, dont on parle beaucoup. Alors les 7 sœurs, pour nos amis les Grecs, puisqu'il y a 7 étoiles en particulier qui sont visibles à l'œil nu, même si ça représente beaucoup d'étoiles, même si c'est un amas stellaire. Les 7 sœurs qui sont à l'origine de beaucoup de légendes. Pourquoi? Parce que justement la civilisation grecque a été inspirée par les Pléiades. Mais la civilisation grecque a été inspirée aussi par les Syriens. Donc ils ont inspiré des grands philosophes. Ils ont déclenché l'émergence de cette civilisation avec l'aide de ce groupe de la confrérie de l'étoile, en fait, qui sont des âmes incarnées. Peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent, certaines en font partie, qui sont des êtres incarnés à la surface de cette planète, et vous n'avez pas forcément une conscience aiguë de votre appartenance à cet ordre, puisque les instructions ou les informations peuvent circuler beaucoup par télépathie ou par intuition, en tout cas par ces plans qui ne sont pas contrôlés par les forces obscures. Puisque les forces obscures, pour rappel, un petit rappel, les forces obscures ne sont pas présentes que dans la matière, elles sont présentes aussi dans le plan plasmique, le plan éthérique, le plan astral et le plan mental inférieur. Par contre, elles n'ont plus prise en fait sur le corps causal, enfin le corps mental supérieur, sur le plan bouddhique, le plan atmique, etc., les plans supérieurs. Donc, la lumière peut continuer à influencer la situation à la surface de cette planète en transmettant des informations à travers ces plans les plus subtils, ce que certains appellent des intuitions, typiquement. Voilà. Donc là, on est 2600 ans avant Jésus-Christ, la civilisation grecque, une explosion de lumière à la surface de cette planète. Je ne sais pas si tu veux faire un commentaire ou si je Bon, continue. je te suis, j'attends parce qu'il y avait tu as sauté un peu la civilisation sumérienne avec tes fameuses Anunnaki, etc. Mais je te suis, il n'y a pas de souci. Ouais, je l'ai sauté, sachant qu'effectivement, et Babylone et comment dire, le système babylonien justement, qui est hérité des forces sombres, qui met en place un système financier qui est encore d'actualité aujourd'hui. Mais effectivement, j'ai sauté ce point-là. Voilà. Ensuite, on a un point majeur en 325, c'est le Concile de Nicée. Donc c'est Constantin le Grand. Alors pas si grand que ça pour nous, puisque c'était, d'après Cobra, un archonte incarné dans un corps d'humain, qui fixe le dogme de la doctrine chrétienne, et ce qui va jouer un rôle fondamental dans finalement le contrôle mental qui va être mis à la surface de cette planète, et notamment dans notre, en Europe, dans notre région du monde. La religion chrétienne va jouer un rôle fondamental et un rôle aussi de répression pour tout ce qui exprime la lumière. Je pense notamment au culte d'Isis, les différentes résurgences du culte d'Isis à la surface de cette planète, donc des résurgences après la période égyptienne. Donc cette date du Concile de Nicée est une grande victoire pour l'ombre.
Une autre grande victoire pour l'ombre, c'est 393 après Jésus-Christ. C'est l'invasion khazare, donc des êtres sombres qui utilisent le portail dimensionnel du Caucase. Donc le but de cette invasion est est de détruire les écoles culturelles. Donc cette explosion de lumière de la période grecque, c'est alors il y a eu bien sûr l'avenue du Christ. Excusez-moi, je n'ai pas parlé de l'avenue du Christ, qui est un être de lumière, Sananda, qui va donner naissance à beaucoup de mouvements lumineux, hein, des mouvements gnostiques notamment. Et donc, il y a un petit peu trop de lumière, les 4 premiers siècles de notre ère, il y a un petit peu trop de lumière à la surface de cette planète. Donc, les forces sombres organisent l'invasion khazare. Donc, le but de cette invasion était de détruire les écoles culturelles, les groupes gnostiques chrétiens et les païens adorateurs de la nature et de le remplacer par une programmation mentale de culte chrétien. Donc, ça va de pair finalement avec ce que je disais sur Constantin tout à l'heure. Donc cette programmation a été enrichie par la création d'enfers, hein, ces réalités virtuelles qu'on trouve sur les plans astral inférieurs. Et d'ailleurs, j'ai fait une émission sur le sujet pour ceux que ça intéresse, sur les théâtres de l'astral, parce que quand les travailleurs de lumière découvrent la réalité du plan éthérique ou du plan astral, ils ont l'impression d'avoir découvert le Graal, mais en réalité, ce qu'ils découvrent souvent et beaucoup, ce sont des théâtres, des scènes de théâtre dans lesquelles on leur montre encore une réalité virtuelle, mais juste sur un plan de moins grande densité. Voilà. Donc ces réalités virtuelles ont été construites par les forces sombres. Et dernière date, et après on reviendra à du positif, dernière date donc qui est une victoire de l'ombre sur la lumière à la surface de cette planète, c'est 457 avec les mystères d'Isis qui disparaissent, en tout cas sous leur forme primaire, qui disparaissent définitivement de la surface de cette planète, avec la disparition du temple et la destruction du temple d'Isis de Philae. Donc, il y a un très beau roman. Je suis un adorateur de Christian Jacques. Il y a un très beau roman de Christian Jacques qui a été écrit justement pour l'amour de Philae, sur la disparition de ce dernier temple et des derniers cultes d'Isis. Mais ces cultes d'Isis vont réapparaître plus tard en Europe, un petit peu plus tard, sous une forme un peu différente, justement pour réinjecter un petit peu de lumière là où il y en a besoin. Donc voilà, je vous ai cité 3 dates importantes qui sont des victoires de l'ombre: 325, Concile de Nicée; 393, invasion khazare; et 457, fermeture du dernier temple d'Isis à Philae. Oui, pardon. Non, 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 je voulais simplement ajouter un petit point, deux petits points. Il y a la notion du nom Paris. Paris, on dit, oui, ça vient des habitants qui s'appelaient les Parisis. C'est vrai, mais l'étymologie aussi veut dire Père Isis, c'est-à-dire l'enclos d'Isis, le temple d'Isis Absolument. qui était pas tout à fait sur la cathédrale actuelle, mais un tout petit peu décalé, toujours sur cette île. Et donc, le temple d'Isis, c'était une religion qu'on retrouve à peu près dans tous les pays, dans beaucoup de pays, sous le terme d'Isis ou d'autres. Et on présente aujourd'hui la Vierge Marie comme étant la représentation d'Isis dans la religion chrétienne. Voilà, donc c'était simplement un petit aparté que je voulais ajouter à ton discours. Je pense que tu ne m'en voudras pas. Absolument pas, et je t'en remercie beaucoup. Tout à fait. Cette précision méritait d'être faite. Je pense d'ailleurs que le temple d'Isis d'origine doit se trouver à l'emplacement de ce qu'on appelle la crypte archéologique aujourd'hui sur l'île de la Cité, qui n'est pas tout à fait l'emplacement de la cathédrale comme tu le signalais. Il y a eu une Alors, première cathédrale qui a été détruite et on a reconstruit une deuxième. Alors je pense que la première cathédrale qui est un peu décalée, peut-être au niveau des ruines qu'on peut visiter, ou un petit peu plus décalée d'après ce que j'ai pu rechercher. Mais enfin, c'était tout proche de la cathédrale actuelle, hein, de toute façon. qui est le vortex, le centre du vortex de Paris en l'occurrence, puisque les temples, justement, alors on peut se poser la question: est-ce que c'est les temples sont créés sur des vortex, ou est-ce que c'est les temples qui créent les vortex? C'est un petit peu les deux, mon général. En tout cas, voilà, le vortex de Paris, il est bien là. Alors maintenant, donc je vous ai donné 3 dates trois grandes victoires de l'ombre. Maintenant, je vais vous donner des dates qui sont des victoires de la lumière. Donc dans l'histoire de l'humanité. Allez, on est au XIIe siècle. Au XIIe siècle, l'ordre de l'étoile, dont je vous ai parlé, fonde en secret donc le mouvement cathare et le mouvement albigeois, qui fait revivre les cultes de la déesse, et notamment le culte d'Isis. Donc et avec la résurgence de la poésie, le mouvement des troubadours, qui est un mouvement éminemment lumineux, encensé l'amour courtois. Donc ça fait revivre également en partie les cultes du christianisme gnostique,
des temps donc qui précédaient les destructions donc de Constantin. Donc ça, c'est une grande victoire de la lumière, le retour de la lumière sur le territoire français à travers le mouvement cathare et albigeois. Et on va pas s'apesantir là-dessus, mais on sait aussi qu'il aura été fortement réprimé plus tard. Encore une fois, la lumière avance un pion et l'ombre avance le sien. Donc c'est pour ça qu'il y a eu bien sûr une destruction et une martyrisation du mouvement cathare et albigeois plus tard. Bah, on peut parler véritablement d'un génocide du pays cathare. Moi, j'ai habité là-bas pendant un certain temps parce que je voulais étudier justement cette merveilleuse religion cathare qui était véritablement extraordinaire par sa pureté, sa simplicité, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que c'était extrêmement dangereux pour l'Église de l'époque parce que les prêtres cathares vivaient dans le dénuement le plus complet. C'était des chamans hein, aussi quelque part et par contre, la religion catholique à côté bah, faisait travailler les serfs, prélever les impôts, etc., vivait dans l'opulence et bien loin du peuple. Donc on comprend aussi pourquoi cette religion qui était extrêmement belle, c'est eux qui sont à l'origine aussi de tous ces troubadours, trouvères, etc., qui ont essaimé un peu partout, dont tu parlais tout de suite. Et on peut imaginer si c'était la religion cathare qui dominait la religion chrétienne, la face du monde aurait complètement changé, c'est clair. Absolument. Et alors, l'ordre de l'Étoile ne s'est pas cantonné au mouvement cathare et au mouvement albigeois. Ils ont aussi fondé l'ordre des Templiers, donc qui était éminemment positif à l'origine et qui a aussi été réprimé. Hein. Voilà, on connaît tous l'histoire de comment s'est terminé le mouvement Templier avec Philippe le Bel, hein, Philippe le Bel qui était bien évidemment un acteur de l'ombre. Enfin voilà, bon, l'histoire vraiment l'histoire de France et l'histoire de l'humanité est passionnante lorsqu'on l'appréhende sous l'aspect ombre-lumière. Elle est beaucoup plus intéressante que celle qu'on nous apprend à l'école. Alors l'ordre des Templiers, donc, il est basé sur quoi? Il est basé sur la découverte, la redécouverte de textes ésotériques d'Isis dans la crypte, donc sous le temple de Salomon. Et donc, les informations de ces parchemins qui ont été retrouvés ont permis la renaissance des cultes donc de l'Égypte ancienne, des cultes d'Isis. Donc, c'est la résurgence dont je parlais tout à l'heure après la disparition du temple de Philae. Et c'est aussi à l'origine des premières formations de franc-maçonnerie. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on fait un peu haro sur le baudet sur la franc-maçonnerie. Il y a une hyper-focalisation sur la franc-maçonnerie. Satanique, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la franc-maçonnerie, à l'origine, était éminemment positive. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il existe des factions franc-maçonnes aujourd'hui, mais qui sont plutôt secrètes et qui sont très discrètes, qui continuent justement avec certains protocoles qui travaillent encore pour la lumière. Mais ce n'est pas la majorité. Hein. Les franc-maçonneries dominantes aujourd'hui sont largement infiltrées depuis déjà au moins 2 siècles. Eh oui. Mais oui, donc c'est vrai que au moment où les Templiers ont été détruits, brûlés sur les bûchers, etc., il y en a une partie qui ont émigré et qui sont partis en particulier en Écosse. C'était là aussi où, le, où ça a commencé, où véritablement les Templiers ont pris naissance. Et on raconte, je ne sais pas ce que tu en penses, que les Templiers ont retrouvé des écrits par rapport à Isis, etc., mais on raconte aussi que quand ils ont habité auprès du temple de Salomon, ils auraient aussi découvert l'Arche d'Alliance. Ça fait partie de la petite mythologie aussi. Je ne sais pas. Oui, alors non, j'ai pas, comment dire, j'ai pas de conviction ou d'information suffisamment précise pour commenter ce point-là. Mais Ouais, ben, effectivement, ouais, je connais cette légende. on retrouve toujours la représentation de l'Arche d'Alliance sur une porte de la cathédrale de Chartres. Je crois que c'est la porte, quand on regarde vers le chœur à l'extérieur, c'est la porte de gauche où on décrit l'Arche d'Alliance qui arriverait dans notre pays français. Donc voilà, c'était là aussi où partent beaucoup de légendes, de mythes, etc. Mais toujours très intéressant à étudier. Oui, tout à fait. Bon, ça a une valeur aussi très symbolique, l'arche d'alliance, mais voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment le travail spirituel qui permet justement de faire en sorte que l'ombre ne prenne jamais le dessus de façon excessive à la surface de cette planète. C'est vraiment le travail spirituel. Alors, je parlais de l'ordre de l'Étoile, mais d'une façon générale, de toutes les personnes qui se sont investies pour la lumière, qui a permis de faire en sorte que la lumière continue de briller
un tant soit peu sur cette planète. Alors, une autre grande victoire de la lumière, une autre grande date dont on n'a pas forcément conscience, c'est la fin du XVe siècle à Florence. Qu'est-ce qui se passe à Florence vers 1450? Eh ben, c'est la Renaissance. C'est la Renaissance. Et ça, la Renaissance, c'est vraiment la lumière qui est derrière. Donc, c'est une opération des forces de la lumière pour lancer une nouvelle ère à la surface de la planète, une nouvelle ère qui est appuyée. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand les forces sombres ou les forces de la lumière avancent un pion, elles le font en s'appuyant sur des configurations stellaires ou des configurations planétaires particulières. Parce que les configurations planétaires ne sont pas neutres, hein, on le sait. On connaît tous l'astrologie, voilà, il y a des configurations, il y a des alignements, il y a des conjonctions, il y a des sextiles, etc. Et suivant ces configurations planétaires, c'est plus ou moins favorable pour l'une ou pour l'autre. Et en l'occurrence, la fin donc du XVe siècle est un moment particulièrement favorable sur le plan planétaire, et c'est pour ça que les forces de la lumière ont lancé la Renaissance à cette période-là. Et elles l'ont lancé donc à partir de Florence, qui était, je dirais, l'endroit le plus favorable pour le faire, du fait de ces âmes, notamment de l'ordre de l'Étoile, qui étaient incarnées en partie, enfin en grande partie en Italie à l'époque. Donc c'est initié il y a 500 ans, et c'est un groupe occulte qui guide les noblesses blanches, notamment dans Florence. Et on sait qu'après cette impulsion de la Renaissance va se déplacer vers Venise, et Venise va jouer aussi un rôle très important. Donc il y a aussi, on parlait de Paris tout à l'heure, de Parisis, et donc il y a des vortex aussi importants sur Florence et sur Venise, qui ont joué un rôle important justement sur l'ancrage de la lumière avec cette période de la Renaissance. Et alors, comme la Renaissance a été une victoire importante pour la lumière, eh bien forcément l'ombre a avancé son pion. Et quel a été le pion suivant qui a été avancé par l'ombre? C'est une famille de noblesse noire, cette fois-ci, qu'on appelle la famille Farnèse, qui crée le mouvement jésuite. Et oui, le mouvement jésuite se présente comme un mouvement éminemment spirituel et travaillant pour la lumière, mais il n'en est rien. Les Farnèse ont décidé d'utiliser notamment le jésuite Adam Weishaupt pour créer le mouvement des Illuminati, dont on a beaucoup entendu parler, hein, qui n'est pas une affabulation, hein, même si voilà, on en parle beaucoup comme étant théorie du complot, etc. Mais c'est pas du tout une affabulation. Et donc ce mouvement jésuite va jouer un rôle très important justement pour limiter, je dirais, cette lumière qui est propagée par le mouvement de la Renaissance. Et le mouvement jésuite va jouer aussi un très grand rôle pour limiter le déploiement de la lumière à travers les sociétés secrètes, notamment les sociétés franc-maçonnes de l'époque. Et les jésuites vont infiltrer petit à petit les sociétés secrètes. Les jésuites ont été chassés de France. Sous Louis XV en fait, sous l'impulsion il y avait un autre acteur important pour la lumière que tu connais bien évidemment, Luc, qui est le comte de Saint-Germain, donc qui a vécu, c'est un personnage très mystérieux, mais qui a véritablement vécu au XVIIIe siècle, et qui a joué un rôle très important, qui a influencé les familles royales françaises, et qui lui a développé justement des cultes secrets, notamment à travers les loges féminines. Il a relancé le culte de la déesse, le culte d'Isis d'une certaine façon. Il a permis, je dirais, d'ancrer la lumière de façon aussi importante sur Paris et sur Versailles, avec le temple de l'amour en 1775, et il a guidé aussi les États-Unis vers l'indépendance, ce qui est un point fondamental à l'origine, ce qui était une avancée fondamentale pour la lumière, même si pareil l'ombre a repris par la suite le contrôle des États-Unis, mais à l'origine la création des États-Unis était aussi une des actions de la lumière. Alors j'ai parlé du comte de Saint-Germain parce que il y a une espèce de dualité entre le comte de Saint-Germain et les jésuites, parce que là où le comte de Saint-Germain justement développe des loges pour développer les cultes donc de la déesse, pour ancrer la lumière, eh bien les jésuites, eux, à l'inverse, retournent les situations, et notamment dans les loges après infiltration. Donc là, c'est encore une fois, on est dans un jeu très subtil d'influence conjointe entre l'ombre et la lumière à travers tout le jeu des sociétés secrètes de ces périodes-là, de ces siècles-là.
Donc Saint-Germain essayait d'influencer les rois et les reines, donc de manière positive. Il savait très exactement ce qui allait se passer avec la Révolution française. On avance. Bien que la Révolution française ait eu un bon départ, elle a été déviée donc de son objectif par les archontes et s'est transformée en ce qu'on connaît, donc un règne de terreur. Voilà. Donc la Révolution française n'est ni ombre ni lumière. Elle était lumière à l'origine. Elle est devenue ombre. Elle a été récupérée par l'ombre. Voilà. Alors je continue. Allez, je Eh continue. oui, Si tu ne continue, m'interromps pas, continue, parce que là, je je me bois perds. tes paroles, je bois tes paroles. Merci. Et je Mais, les mais partage sur un grand nombre de choses. Et quand on voit toutes ces révolutions, la révolution américaine, la révolution française, et qu'on voit encore des mouvements qu'on retrouve dans notre pays, pas et encore, je ne citerai pas de nom, mais vous me comprendrez facilement, des mouvements qui ont été très populaires au départ, qui étaient magnifiques et qui touchaient toute la population. Il y avait un grand élan et qui ont été récupérés et transformés et négativisé. Et donc c'est vraiment, on sent toujours ces tensions qu'il y a entre les deux. C'est vrai que moi perso, c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de choses sur les jésuites dont tu parles et et j'ai toujours beaucoup de mal avec ça parce que par contre je pense que tu as raison, mais ça n'empêche que ça me gêne toujours parce que bah, je suis d'origine catholique, j'ai été fait mes études chez les franciscains et pour moi les jésuites étaient toujours représentés comme le nec plus ultra dans la religion catholique où je baignais à l'époque. Maintenant, j'en suis largement sorti, je développe plus ma spiritualité, mais c'est vrai que ça m'impressionne justement comment cette puissance jésuite a pu régner quelque part sur le monde. On les retrouve aussi beaucoup au Vatican, on les retrouve aussi au Japon en particulier. alors justement, une mention particulière par rapport à ça, c'est bien que tu parles de ça. Il y a de très bons jésuites. Entendons-nous bien. Comme il y a de très bons francs-maçons, hein. Il y a de très belles personnes, de magnifiques personnes dans la franc-maçonnerie infiltrée, mais ils n'ont pas conscience de qui se trouve au sommet de la hiérarchie. Donc c'est une fraction finalement de la franc-maçonnerie qui est satanique et qui voilà et qui infiltre et qui oriente et qui dirige. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se laissent tromper, beaucoup de francs-maçons eux-mêmes qui sont de très belles personnes qui se laissent tromper par ça. Et comme il y a de très bons jésuites et il y a de très belles personnes chez les jésuites qui donnent justement cette apparence de bon et de bien, et derrière il y a une petite fraction jésuite qui elle justement domine, influence et fait en sorte que les grandes orientations soient prises au profit de l'ombre. Donc voilà, il faut relativiser, hein. Il y a toujours une intrication très forte entre l'ombre et la lumière partout dans toutes les sociétés, dans Tout toutes à les fait, tout à sociétés fait. secrètes et dans toutes les civilisations. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la franc-maçonnerie et qui œuvrent d'une manière et qui pensent œuvrer d'une manière très positive pour l'évolution de notre société. Et ils sont très. Mais bon, après, c'est comme pour chez les jésuites, il y a beaucoup d'êtres qui sont merveilleux, mais tu disais qu'ils étaient à côté, mais moi je pense que malheureusement, c'est surtout ceux qui sont au sommet qui ont un peu dérivé par rapport et qui vivent sur d'autres points de vue et on retrouve ça même malheureusement dans le monde politique pareil c'est des gens qui devraient travailler pour la population, mais on voit qu'ils ne travaillent pas franchement pour la population. Il y a ils ont d'autres visées qui sont derrière et qui ne sont pas les nôtres. Et donc c'est un peu pareil. Il y a plein de bonnes âmes, plein de belles intentions, qui travaillent dans différents associations, on va dire comme ça, mais et ils ne sont pas au courant de tout ce qui se trame au niveau du sommet. Et c'est là que c'est dangereux. Voilà, tout à fait. Alors, voilà, j'ai encore quelques petites touches à vous donner sur la chronologie et puis on pourra passer à autre chose. Donc, bon, je suis passé très vite sur la Révolution française. Je donne juste quelques noms très rapidement pour les personnes qui souhaitent approfondir. Donc, vous avez beaucoup d'informations, voilà, sur mon site hein, qui est révolutionvibratoire.fr et vous aurez aussi beaucoup d'informations à travers les émissions que j'anime. Donc, ce que j'appelle j'en ai pas vraiment parlé, mais une radio eschatologique et collaborative
radio qui s'appelle Radio Pléiade que j'anime en fait sur salon vocal sur Telegram. Donc j'ouvre un salon vocal de façon, enfin les mardis en général, mais pas systématiquement et pas toutes les semaines. Et je traite beaucoup de ces sujets-là en fait. Voilà. Donc si vous Oui. voulez approfondir ces différentes questions, je vous invite à aller découvrir donc mon canal principal qui s'appelle Victoria Luminis, qui s'appelle La Victoire de la Lumière, donc sur Telegram, et sur lequel je fais la promotion notamment. Donc j'annonce ces émissions que je mène pour parler de tous ces sujets-là. Donc voilà. Donc juste pour la Révolution française, Je voudrais préciser pour ceux qui nous écoutent que tous ces liens sont dans la présentation sous la vidéo, hein. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez facilement les retrouver. C'est pas toujours facile de les noter en même temps qu'Hervé les sites, mais vous les retrouvez tous indiqués dans la présentation sous la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Et merci beaucoup pour ça, Luc. Et donc voilà, donc et juste pour terminer sur la Révolution française, donc trois noms importants. Donc j'ai parlé du comte de Saint-Germain. Marie-Antoinette a joué un rôle très important. Elle a été en lien justement avec les prêtresses de l'Agartha à travers cette fameuse grotte pardon, le nom m'échappe maintenant, à côté du Temple de l'Amour, donc du Trianon, donc cette fameuse grotte du Trianon. Donc vous savez que le petit Trianon a été un lieu, finalement, il y a il y a une porte dimensionnelle que je vous invite à aller découvrir au Petit Trianon. Allez, je garde le mystère. Vous trouverez l'information sur Révolution Vibratoire si vous la cherchez ou sur mes émissions. Mais il existe une pièce dans laquelle malheureusement on ne peut pas rentrer, mais qui est fermée par partiellement fermée par un morceau de plexiglas, qui est une porte dimensionnelle au Petit Trianon. Donc Marie-Antoinette a joué un rôle très important, ainsi que la princesse de Lamballe. Donc je vous invite à découvrir ce personnage fascinant qui a vécu malheureusement une fin dramatique avec la Révolution. Donc Marie-Antoinette, la princesse de Lamballe, et Cagliostro aussi, qui a joué un rôle important pour justement donc le culte, notamment les cultes pour la lumière à travers les sociétés secrètes. Voilà, j'en resterai là sur la Révolution française, mais cette Révolution française est passionnante quand on la découvre aussi par l'envers du décor. Alors, je vais faire un bond en avant. Je vais faire un bond en avant et je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre parce que je vais vous parler de 1820, 1830. Et qu'est-ce qui se passe à cette période-là? Eh bien, les Pléiadiens, encore eux, hein, ils ont beaucoup influencé positivement l'histoire terrestre. Ils saisissent l'opportunité d'introduire l'idée, tenez-vous bien, d'un programme spatial secret positif. Et pour ce faire, ils ont contacté par télépathie de nombreuses personnes en Allemagne parce que finalement, c'est l'un des pays où il y a la technologie est la plus avancée, enfin sur le plan industriel, sur le plan de la rigueur scientifique, etc. Et il les encourage déjà en 1820-1830. Hein, je ne me suis pas trompé de siècle. Hein. Il les encourage à commencer à construire leurs propres vaisseaux spatiaux. Ça peut paraître assez étonnant, et j'en conviens très bien. Et alors, on va revenir sur les programmes spatiaux secrets d'ailleurs rapidement, enfin le temps qu'on pourra. Une autre date importante, 1848, dont on ignore beaucoup. On met beaucoup le focus sur la révolution de 1789 à l'école, mais on parle un peu de 1848, mais très peu. Mais 1848, figurez-vous que c'est une grande opération des forces de la lumière qui, en apparence, donc fut la révolution de Mars en Europe, ce qu'on appelle la révolution de Mars ou les révolutions de Mars, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses dans différents pays européens autour de Mars, donc du mois de mars hein, en Europe. Et en réalité, c'est une grande opération des forces de la lumière. Donc c'est une époque où les archontes étaient présents et suite à ces révolutions de Mars, la plupart des archontes ont dû quitter le plan physique. Donc grande victoire de la lumière que cette révolution de 1848, donc très intéressante aussi à décortiquer sous le plan occulte. Et alors on va faire encore un nouveau bond en avant, un nom qui apparaît souvent justement dans nos sphères de divulgation et spiritualité, qui est le nom de Nikola Tesla. Voilà, qui n'a pas entendu parler de Nikola Tesla? Nikola Tesla, 1856-1943. Eh bien, il y a eu des tentatives de percer la quarantaine, donc qui ont commencé donc au 19e siècle, lorsque les Pléiadiens ont inspiré une société secrète qui s'appelle la NIMZA. Donc c'est l'aéroclub de Sonora, NIMZA, N-Y-M-Z-A, pour construire des dirigeables. Et oui, ça a commencé par des dirigeables, figurez-vous. La conquête spatiale, on peut considérer qu'elle a commencé par des dirigeables. Et Tesla avait un lien avec la NIMZA, il a tenté de construire un vaisseau spatial pour se rendre sur Mars. Et sa tentative a échoué. Et après cela, J.P. Morgan, qui était son financeur,
a cessé de financer Tesla. JP Morgan qui lui a travaillé pour l'ombre. Donc voilà, Nikola Tesla est une personne clé aussi qui a travaillé pour la lumière, qui a travaillé pour essayer de justement de percer cette quarantaine à travers son programme spatial secret. On peut l'appeler comme ça, pourquoi pas. Donc voilà, allez, on arrive presque à la fin. Si tu n'interromps pas, je continue. Continue, mais bon, c'est vrai qu'il faut. Le temps passe et Le temps passe. pendant des heures et on a encore beaucoup de sujets à traiter, à parler, Alors, surtout de l'actualité. très vite, très vite. 1891, la société théosophique, pareil, un élément important. Donc, un pion avancé par la lumière à travers Elena Blavatsky. Mais, à partir du décès donc d'Elena Blavatsky, donc en 1891, je crois, la société théosophique est infiltrée par la Kabbale et les enseignements sont utilisés, sont distordus ou utilisés à mauvais escient. Donc, la société théosophique aussi un élément clé de cette guerre subtile ombre-lumière. 1917, les forces de la lumière forment la société de Thulé en Allemagne. Alors la société de Thulé, pareil, vous l'associez peut-être à l'ombre, mais attendez, à l'origine, 1917, la société de Thulé est formée par la lumière, justement pour encore travailler sur un programme spatial secret et percer le voile et créer des contacts avec les galactiques positifs. Malheureusement, très vite, la société de Thulé est infiltrée par un agent Rothschild contrôlé par les archontes qui porte le nom de Adolf Schicklgruber, donc plus connu sous le nom de Adolf Hitler, voilà, et qui est devenu un instrument des ténèbres. Vu ce qu'il a fait, on n'aurait pas imaginé le contraire. Et la société de Thulé s'est transformée un peu plus tard en société du Vril, donc pour développer un programme spatial secret allemand qui devait être démilitarisé et qui devait avoir pour but, encore une fois, de contacter les galactiques positifs à l'origine, mais qui a été détourné par les forces obscures, puisque Hitler a passé des alliances draco-reptiliennes. Il a fait ses choix et ce programme spatial secret a été détourné en programme spatial militarisé. Voilà. Et à ce sujet, donc en 1938, les Aldébaraniens, appelez-le comme vous voulez, hein, ce sont ces peuples c'est une ancienne faction des Pléiades, autour de l'étoile d'Aldébaran. Donc ils ont coopéré avec c'est ce que tu appelles les Nordiques en fait. Hein. En réalité, ce qu'on appelle les Nordiques, ce sont les Aldébaraniens. Ils ont coopéré avec la société du Vril en échange d'une promesse qu'il n'y ait pas d'extermination massive des Juifs, par le régime nazi. Et lorsque les nazis ont commencé à persécuter les Juifs, donc les Aldébaraniens ont été obligés de couper tout lien avec les nazis, avec les Allemands. Donc voilà. Donc ça aussi malheureusement c'était un retrait. Ils ont été obligés de battre en retraite suite à ces mauvais choix et ces mauvaises alliances qui ont été prises par les nazis avec des factions négatives. Donc la Seconde Guerre mondiale a été une guerre par procuration en réalité entre les Dracos et la Confédération galactique positive qui a permis de nettoyer une grande partie de la galaxie. C'est un peu comme si c'est un peu comme si finalement la guerre galactique avait son ancrage sur le plan physique, sur la planète Terre, à travers la Seconde Guerre mondiale, qui a été vraiment une guerre absolument terrible, comme tout le monde le sait. La Confédération galactique a connu une victoire partielle, et les nazis qui ont survécu, hein, comme vous le savez, qui ont continué après la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont quand même dû se réfugier sous terre. Et une partie de cette faction nazie est allée en Antarctique et une autre partie de cette faction nazie a intégré les États-Unis par le biais de l'opération Paperclip, comme chacun le sait. Et actuellement, alors on pourra reparler des États-Unis avec Trump, mais bon, la situation est complexe puisque Trump subit également des influences de l'ombre et de la lumière, et peut-être parfois plus de l'ombre que de la lumière. Et il y a beaucoup de nuages de fumée avec les États-Unis, et il y a beaucoup d'influences jésuites aussi derrière Trump. En Oui, tout cas, voilà, je termine ma chronologie là-dessus et je te laisse reprendre. juste un tout petit mot, c'est que les États-Unis ont voulu se servir des Allemands en emmenant tous les scientifiques dans l'opération Paperclip dont tu parlais tout de suite, et donc ils espéraient bien les contrôler, en bénéficier de leurs connaissances, mais avec le temps, on ne sait plus qui contrôlait qui, parce que on voit aussi un grand nombre de scientifiques comme Von Braun qui a contrôlé aussi la NASA pendant un certain nombre de temps, etc. Donc à la fin, qui contrôle qui? Voilà la question et qui est toujours d'actualité.
Et qui travaille pour la lumière? Une question fondamentale qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Trump travaille pour l'ombre ou pour la lumière? Moi, je vous donne ma réponse, c'est les deux, mon général. Et malheureusement, il subit encore une forte influence de l'ombre. Donc, surtout, ne basculez pas dans ce narratif de Q, le narratif des QAnon, qui nous présente donc le Trump comme un être de lumière ou presque qui agit pour la libération planétaire. Attention, le libérateur de la planète, c'est pas Trump, c'est vous. Hein. Surtout, ne l'oubliez pas, c'est très très important. Et je détaille justement cet aspect-là justement dans mes émissions et mes commentaires de situation planétaire. Oui, oui. Redis-nous ça bien, une deuxième fois pour que tout le monde le comprenne bien. Et ça, c'est extrêmement important comme message et je le partage à 100%. Qui sont les libérateurs de la planète? C'est nous. C'est-à-dire que c'est en travaillant chacun sur nous que nous pourrons tous ensemble, ces petites lumières qui peuvent s'allumer à droite à gauche, finiront par faire un grand brasier qui pourra emmener l'ensemble de la Terre. Donc c'est vraiment très très important ce point-là et tu as bien fait de le souligner d'une manière importante parce qu'il ne faut pas rester les bras croisés en disant OK, les forces de la lumière sont en train de travailler pour nous, etc. Nous, on n'a plus qu'à rester devant notre poste de télévision en attendant que ça arrive. Non, 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 c'est pas eux qui vont le faire. Et ils ont besoin, c'est nous qui allons le faire. Et on a besoin de les ancrer, de les amener, de les aider et ils viendront nous aider, mais c'est à nous de faire le travail. Et merci beaucoup, Luc, pour ces apports. Et permets-moi encore d'enfoncer un petit peu le clou. Vas-y, J'ai vas-y. parlé, j'ai parlé des Aldébaraniens ou des Aldébaranais. Donc, ils jouent aujourd'hui donc un rôle fondamental dans la libération planétaire, dans ce plan stratégique de libération de la surface de la planète. Et ils ont pris des contacts avec les principaux gouvernements mondiaux, donc notamment les États-Unis, la Russie, la Chine. Et si on suit les informations de Cobra, en fait, apparemment, ces gouvernements mondiaux ont tous essuyé des refus de négociation. Donc, les États-Unis ont refusé de coopérer avec les Aldébaraniens, ainsi que la Russie. Donc, Poutine n'est pas non plus votre libérateur, même si Poutine n'est pas forcément le grand méchant loup tel qu'il est présenté dans les médias français. Et Xi Jinping, a fortiori, n'est pas non plus votre libérateur. Donc, aujourd'hui, le plan de libération planétaire repose sur nos actions, sur les travailleurs de lumière les plus impliqués à la surface de la planète, sur l'ancrage de la lumière et sur aussi, bien sûr, ces factions positives qui sont là pour nous aider, les Aldébaraniens, les Pléiadiens, les Syriens, le mouvement Résistance. Mais nous sommes véritablement le déclencheur, quelque part, l'allumette qui va permettre de déclencher l'événement avec un grand E qui sonnera le glas, justement, de cette domination du mal sur cette planète. Et ce qu'il Donc, faut bien comprendre aussi, c'est que les travailleurs de lumière, comme tu les nommes, sont pas des personnes qui ont été choisies dans l'ensemble de l'humanité. C'est que tous les êtres humains sont appelés à être des travailleurs de lumière. Donc il y a pas, c'est pas quelques-uns qui sont là pour travailler dans la lumière et emmener le reste de la population. Non, 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 non. C'est chacun, chaque être humain est un travailleur, peut être un travailleur de lumière et participer. Je dirais, moi, je dirais presque doit être un travailleur de lumière. Mais bon c'est mon côté excessif parce que moi je considère aussi que chacun a son libre arbitre et chacun a ses choix à faire. C'est important, c'est comme ça qu'on apprend et comme ça qu'on grandit. Voilà. tout à fait. Voilà. Tous n'entendront pas l'appel, mais en tout cas, tous ceux qui peuvent, qui sont attentifs à cet appel, mobilisez-vous. Nous avons besoin de vous, en effet. Voilà, exactement. Bon, as-tu fini ton tour? Bah, alors moi, j'ai fini ma chronologie. Après, Oh, alors là, parce que là, on a déjà le timing est avancé, bien avancé. Donc on va rester toujours dans l'époque actuelle. Aujourd'hui, maintenant, je dirais que grosso modo, au travers de tout ton discours, il y a la présence de deux forces en présence, qui sont là aujourd'hui, mais qui sont là, comme tu l'as expliqué, depuis bien des millénaires, bien des millions d'années également. Donc on pourrait, moi j'appelle les Nordiques parce que ça me paraît plus facile pour moi de dire les Nordiques que les membres d'Albert Adam. J'ai toujours du mal j'écorche toujours le nom. Donc les Nordiques, il y a la Confédération Galactique, il y a aussi le programme spatial secret, il y a l'Alliance terrestre, tout ça. Mais
Et puis de l'autre côté, on peut mettre un certain nombre d'archontes. Tu parlais des archontes avec les dracos, les reptiliens, les petits gris, les grands gris, voire des insectoïdes qui travaillent aussi pour eux et qui dirigeraient en fait les grandes familles terrestres, et dont en particulier les associations, les groupements, les réunions et la finance mondiale. Donc il y a vraiment les deux qui interviennent. À mon sens, c'est peut-être une vision simpliste que j'ai, mais dis-moi ce que tu en penses. Alors, fondamentalement, il n'y a que deux factions. Il y a l'ombre et la lumière. Il y a ceux qui travaillent pour l'ombre et il y a ceux qui travaillent pour la lumière. Euh, et c'est vrai que c'est quand même assez un micmac inextricable, hein, surtout qu'il y a beaucoup de désinformations qui circulent sur Internet, surtout sur tous ces sujets-là. Bon, tu as cité des noms de races galactiques. Effectivement, bon, les races galactiques positives qui sont au service de la lumière, bon, je les ai citées, on les a citées. Voilà, les Aldébaraniens, les Pléiadiens, les Syriens, bon, et il y en a une multitude d'autres. Les races qui travaillent pour l'ombre, donc c'est une pyramide finalement d'esclavage en fait. Hein. On a parlé des archontes, des dracos, des reptiliens, des gris, etc. Donc voilà, je pense que les choses sont relativement claires. Après, le problème qui se pose, c'est que à travers certains divulgateurs ou à travers des personnes qui travaillent ou qui prétendent avoir travaillé pour les programmes spatiaux secrets, il y a de la désinformation qui circule et on nous fait passer des vessies pour des lanternes en réalité. Donc on nous donne des informations en nous disant ça vient des Pléiadiens, mais en réalité ça peut venir de reptiliens ou de draco-reptiliens pour des opérations de désinformation. Donc c'est pour ça que c'est très complexe. Les programmes spatiaux secrets, il y en a une multitude. Les programmes spatiaux secrets, il y en a des positifs, il y en a des négatifs. Donc on peut pas dire que le programme spatial secret, voilà, on peut pas dire qu'il y en ait un et on peut pas dire qu'il travaille pour la lumière. Donc il y a par exemple, il y a un programme spatial secret jésuite. Il y a des jésuites dans l'espace. J'en ai parlé dans mes émissions. Ça peut vous sembler complètement abracadabrantesque. Mais il y a eu un programme spatial secret jésuite. L'Alliance terrestre, aujourd'hui, ça veut pas dire grand-chose, puisque aujourd'hui, les personnes de pouvoir ont refusé les négociations avec les galactiques positifs. Donc l'Alliance terrestre, aujourd'hui, pour moi, ça ne veut plus dire grand-chose. Donc voilà, voilà ce que je peux faire, ce que je peux faire comme commentaire. Donc on peut effectivement complexifier autant qu'on veut et citer une multitude de factions. Une faction dont on a peu parlé, donc c'est les familles de noblesse noire, qui sont quand même au sommet de la pyramide. Donc j'ai écrit aussi un long article là-dessus sur Révolution vibratoire, qui sont au sommet finalement de la pyramide alimentaire, hein, puisque on peut appeler ça comme ça, hein, c'est une pyramide de prédation, hein, dans la matrice dans laquelle nous vivons. Donc ce sont les familles de noblesse noire qui sont au sommet de la pyramide alimentaire, donc la pyramide, la domination physique de la planète. Mais après, bien sûr, il y a des êtres comme des reptiliens ou des dracos qui sont pas sur le plan physique. Hein. C'est pareil quand on parle de reptiliens ou de dracos, il y a souvent une confusion. Est-ce que c'est sur le plan physique? Est-ce que c'est sur le plan les plans subtils, plan éthérique ou astral? En fait, c'est les deux. Voilà, il y a des âmes de reptiliens qui sont incarnées dans des corps d'humains. Il y a des âmes de dracos incarnées dans des corps d'humains. Et puis il y a aussi des reptiliens et des dracos qui sont sur des plans plus subtils. Donc c'est mélangé, c'est confus, c'est très très confus. Mais quand vous écoutez votre cœur, quand vous êtes centré dans votre cœur, vous savez si vous travaillez pour l'ombre ou pour la lumière. Le jour où vous aurez un doute, centrez-vous sur votre cœur et vous saurez si vous travaillez pour l'ombre et la lumière. Et essayez justement de discerner aussi parmi les personnes que vous écoutez, que vous suivez assidûment, si elles travaillent véritablement pour l'ombre et la lumière. Le discernement est un mélange de réflexion intellectuelle sur la base de connaissances que vous aurez pu acquérir, est un mélange de réflexion intellectuelle avec un mélange d'intuition, donc et la connexion au cœur. Donc c'est très très important et le discernement est très difficile à conquérir, Ouais. puisque nous avons fait l'objet de beaucoup de manipulations mentales, hein, Il y a plein etc. de croyances, de blocages au niveau de nos pensées, etc. Et c'est vrai que notre cœur répond, notre intuition répond. Donc il est toujours, elle répond pas elles sont pas forcément dans le même niveau que peut être la raison, le raisonnement tel qu'on nous le donne aujourd'hui avec souvent des présentations qui sont erronées, pour ne pas dire fallacieuses. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment toujours bien comprendre que c'est notre cœur, il nous trompera pas, il aura toujours l'intuition. Alors c'est vrai que la situation est compliquée en ce sens que, comme tu le dis, ils agissent sur le plan, il y en a qui agissent
sur le plan physique, sur le plan vibratoire, les différents plans vibratoires. Il y a des personnes, il y en a qui sont sur le plan vibratoire, mais qui peuvent se matérialiser aussi. Et puis même parmi les reptiliens, tous ne sont pas forcément à mettre à la poubelle non plus. C'est que il y en a aussi, il y a des factions, il y aura même des races reptiliennes qui travailleraient aussi sur le côté positif, comme tu dis, dans le programme spatial secret, il y a du bon, il y a du mauvais, etc. Donc c'est ce qui fait qu'on s'arrache les cheveux si on essaye de comprendre un petit peu. Et c'est là, et je suis content de ta conclusion, c'est que c'est tellement compliqué, tellement sur des plans différents, parce qu'on aurait pu parler aussi des dimensions temporelles ou des autres dimensions, des êtres qui viennent d'autres dimensions, etc. Donc c'est tellement compliqué qu'on nos petits cerveaux ont du mal à comprendre parce qu'on ne nous aide pas non plus. On a été largement limité, programmé dans notre... et il va falloir absolument faire sauter tous ces programmes pour pouvoir mieux comprendre ce qui est là sous nos yeux. Mais l'élément important, c'est de travailler, comme on le disait tout à l'heure, sur nous et d'écouter toujours son cœur, ses intuitions, y compris dans tout ce qu'on raconte au cours de cette vidéo. Gardez toujours votre libre arbitre et ça, c'est très, très important. Alors, donc j'ai l'impression que tu m'amènes à la conclusion. Donc, j'ai le sentiment, je ne sais pas, mais j'aurais bien aimé, peut-être, si nous arrivons au terme déjà de cette émission, parler peut-être un petit peu du Codex Galactique. M'y autoriserais-tu? Eh bien, j'allais t'en parler justement, parce que justement, c'est un élément extrêmement important qui explique déjà euh, combien nous sommes puissants et on a tendance à nous l'oublier, et pourquoi aussi toutes ces races galactiques viennent aujourd'hui nous aider sur la Terre. C'est un élément, je dirais, essentiel pour comprendre la situation de leur intervention. Alors, on a effectivement, donc on a à notre disposition ce qu'on appelle un codex galactique. Alors, c'est quelque chose qui vient de Cobra, mais qui vient des galactiques positifs, qui serait une espèce de codex de bonne conduite dans cette galaxie, mais aussi dans cet univers, et donc qui existe depuis très très longtemps, qui existerait depuis très très longtemps, et mais qui nous a été transmis d'une façon très simplifiée. Et alors moi j'ai fait des émissions pour l'expliciter, hein, si vous voulez approfondir, mais je voulais quand même vous lire quelques éléments de ce codex galactique parce que c'est vraiment fondamental à comprendre pour les personnes qui ont encore du doute, qui peuvent encore s'imaginer que la souffrance, que le chemin de souffrance est quelque chose de nécessaire, que c'est un chemin d'école qui permet d'apprendre. Et voilà. Donc non, la réalité ce n'est pas ça. La réalité est toute différente. Il existe donc dans ce Codex Galactique une section 1 qui parle de la loi de grâce divine et qui nous dit la chose suivante. Et mettez-vous dans votre cœur. Et quand je parle du cœur, je parle pas de l'émotionnel. Je parle bien de se centrer dans l'énergie du cœur, hein, qui est le centre de ce vortex d'énergie qui constitue en fait votre être profond. On ne parle pas de l'émotionnel, on parle vraiment du cœur. C'est important de faire la distinction. Donc, que dit la loi de grâce divine? Elle dit la chose suivante. Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à une expérience de vie positive. Et cette loi se décline en 5 sous-lois. Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à l'abondance physique et spirituelle, ce qui n'est pas respecté à la surface de cette planète. Deuxième point, chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à l'ascension. Dans le cycle des réincarnations forcées des âmes, dans cette matrice, ce n'est pas respecté non plus. Troisième point, chaque être sensible a le droit inaliénable et inconditionnel de fusionner avec d'autres êtres en proportion avec son ou sa position dans la famille d'âme, ce qui n'est pas possible non plus puisque dans la matrice, on n'a pas pu en parler, c'est un autre sujet, mais la matrice a toujours fait pour éloigner les membres d'une même famille d'âme parce que l'amour d'être d'une même famille d'âme est destructeur de matrice. Quatrième point, chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à toutes les informations, ce qui est évidemment non respecté sur cette planète. Et chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à la liberté, ce qui évidemment n'est pas non plus respecté sur cette planète. Donc tous les points de cette loi de grâce divine, si on prend ces 5 points que je viens de vous égrener, pas un seul n'est respecté à la surface de cette planète. Et nous avons le droit justement à demander l'intervention donc des galactiques positifs
et l'intervention divine aussi par extension. Et il y a une autre section dans ce codex, je saute directement à la section 4 pour aller vite, qui est la loi d'intervention. La Confédération galactique a un droit inaliénable et inconditionnel, cette fois-ci, pour intervenir dans toutes les situations où le codex galactique est violé. Et je viens de vous dire que le codex galactique était violé intégralement à la surface de cette planète. Et donc, ils ont le droit d'intervenir, quelles que soient les lois locales. Chaque être sensible a le besoin donc de faire appel, enfin, a ce droit inaliénable et inconditionnel de faire appel à la Confédération galactique. Donc, vous avez le droit de le faire. Et la Confédération galactique a le droit d'apporter son aide indépendamment des lois locales, pardon. Et la Confédération galactique a un droit inaliénable et inconditionnel à la mise en œuvre du Codex galactique et si nécessaire par la force militaire. Et c'est ce qui se passe depuis longtemps et ce qui est en train de se passer. On est dans la phase finale, donc dans les régions où le Codex galactique est en infraction. Donc voilà. Et sachez que le karma est une invention des forces obscures. Sachez que les archontes et les chimères dont je parlais tout à l'heure ne sont plus de ce monde. Ces forces-là ont été supprimées. Il reste encore beaucoup de forces sombres, mais en tout cas pas le sommet de la pyramide à travers les archontes et les chimères, et que la loi du karma a été une invention des forces sombres, et que l'objectif vers lequel nous tendons tous actuellement est de régler cette dernière cellule cancéreuse qui est la surface de la planète, de l'univers, pour que l'on revienne à un monde de lumière et qu'il n'y ait plus justement de souffrance et que nous puissions tous revenir à l'abondance, au bonheur, etc., etc. Voilà, je pensais important de souligner ces points du codex. Oui, parce qu'en fait, ce que j'ai lu, c'était que ce codex viendrait, tu dirais, il y a très très longtemps, ça viendrait d'une race extraterrestre qui est évoluée maintenant sur d'autres plans, tellement elle a fait une évolution spirituelle et qui remonterait à des milliers de millions d'années, je dirais, quelque part. Donc c'est vraiment quelque chose qui est la résultante d'une évolution spirituelle importante de cette race et qui a influencé, qui a montré ces lois de l'univers. C'est pas elle qui les a instaurées, c'est-à-dire qu'elle a parlé simplement des lois universelles qui dirigent notre univers, qui devraient diriger notre univers. Et comme tu parlais de la matrice tout à l'heure, il faut parler évidemment de la matrice artificielle qu'a pu créer ces forces négatives présentes malheureusement sur cette Terre. Alors, on va continuer parce que le temps avance et je voudrais encore quelques petits points. Donc, pourrais-tu nous parler de deux choses? Il y a les chambres à tachyon et puis il y a aussi les pierres de Sitamani. Donc, je pense que tu voulais vraiment insister sur elles. D'accord, je te remercie, oui, voilà, de garder un petit peu de temps pour parler de ça. Alors les chambres à tachyon, en l'occurrence, tu as déjà fait une émission avec Gwen du Jardin des Pléiades, et je t'en remercie. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, vous pouvez vous référer à cette émission de Luc sur ce sujet. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une chambre à tachyon? Alors, une chambre à tachyon, finalement, c'est une technologie spirituelle. Alors, je sais que vous n'aimez pas, cher public, vous n'aimez pas ces associations de mots un peu bizarres entre technologie. Ça ressemble un peu à un oxymore, technologie et spirituelle, mais pourtant c'est une réalité. C'est une technologie spirituelle. Ça fait appel à la géométrie sacrée, ça fait appel aux cristaux. Des minéraux qui sont tachyonisés, ça fait appel aux symboles. Donc symboles, géométrie sacrée et cristaux en fait sont des éléments qui participent à cette technologie spirituelle qui nous permettent d'apporter de la guérison à la surface de cette planète. Donc il existe aujourd'hui un bon nombre maintenant désormais de ces chambres à tachyon. Alors attention, il y a des fausses, il y a les vraies et il y a les fausses. Si vous avez un doute, posez-nous la question. Les vraies chambres à tachyon, il n'y a aucune photo qui circule sur Internet d'une vraie chambre à tachyon. Pour des raisons de sécurité, encore une fois, aucune photo ne doit circuler de à quoi ressemble une chambre à tachyon. Mais bon, je vous l'ai décrite globalement. Et cette chambre à tachyon, en fait, c'est un outil formidable pour participer à votre guérison, pour participer à votre évolution vibratoire
et pour participer à la libération planétaire. Parce que chaque chambre à tachyon est certes un centre de guérison. Alors je peux me permettre d'utiliser ce mot-là, même si je sais qu'il a une connotation qui est déplaisante pour les autorités sanitaires et pour l'ordre des médecins. Mais ou alors si vous voulez, on peut parler de bien-être. Mais en réalité, ça va bien au-delà de cette notion de bien-être. Ça apporte une guérison multidimensionnelle dans les différents plans. Donc c'est quelque chose, à mon sens, c'est un outil. Si vous en connaissez l'existence, essayez de l'utiliser et je pense que vous en apprécierez la valeur. Donc ces chambres attaques Je pense que plus de parler de guérison, qui peut être justement mal entendu, mal compris, participent. de parler d'évolution. D'une évolution, ça permet l'évolution de l'être, la compréhension de son être, d'ouvrir son esprit, d'ouvrir sa conscience, et qui peut évidemment aider sur des chemins de guérison. Mais c'est là encore, c'est pas ça qui va faire la guérison, c'est toujours la personne qui guérit. Donc ça peut être un élément supplémentaire sur ce chemin, sans qui ne remplacera pas évidemment les traitements usuels, conventionnels et autres, je tiens à le préciser. Absolument, absolument, et merci de le préciser. Et donc c'est un outil indispensable sur notre chemin d'évolution, enfin indispensable. À vous de voir, à vous de juger. En tout cas, moi je l'ai estimé indispensable sur ce chemin d'évolution. Vous en avez plus d'une cinquantaine en France, hein, si vous êtes en France, mais il y en a partout dans le monde et on peut faire des séances de chambre à tachyon aussi à distance. Alors c'est bien d'en essayer une au moins en présentiel, de se rendre sur place au moins pour démarrer. Enfin moi c'est ce que je recommande, mais on peut le faire à distance. Ça fonctionne aussi très très bien à distance sur photo. Et et alors ça fonctionne comment? Ben ça fonctionne en fait par l'énergie tachyon, cette fameuse. Alors on n'en a pas beaucoup parlé. En fait, on aurait beaucoup de sujets à adresser encore. Enfin, en tout cas, enfin vous l'avez compris, moi je suis passionné de tous ces sujets-là. Si jamais tu veux faire une autre émission sur le sujet, ce sera avec plaisir. Donc les tachyons, ce sont des particules supraluminiques, donc qui émanent directement de la source. C'est un peu pour faire une analogie que je fais souvent, c'est que vous connaissez le photon. Le photon, c'est la lumière, mais dans notre plan matériel. Et ben le tachyon, c'est la lumière dans le plan spirituel. Donc voilà, donc le tachyon, c'est cette particule de lumière qui circule dans les plans spirituels et qui nous apporte directement les énergies de la source. Et bien la chambre à tachyon, c'est un portail et qui nous permet justement d'accéder aux tachyons qui existent dans l'univers, partout dans l'univers, mais dont nous avons été privés à travers le voile, les technologies du voile, donc dans cette matrice. Donc il y a un trou de verre en fait qui existe justement à travers, qui a été créé par cette technologie, à travers le voile, qui permet de faire pénétrer les tachyons à la surface de la planète et donc on peut en bénéficier directement dans la chambre à tachyons. Donc voilà, cette lumière spirituelle au service de notre évolution. Donc Voilà, voilà ben, ce que je peux je, dire. je mettrai aussi dans la description en dessous le lien sur le site, sur l'article et la vidéo où j'explique mon expérience personnelle parce que j'ai réalisé quelques séances dans les chambres à tachyon avec Gwenaël d'ailleurs et que je salue et j'explique un petit peu ce que j'ai ressenti et je peux dire que pour être très simple, on avait fixé des horaires avec Gwen pour le début et la fin, et je peux dire que, bon, c'est vrai que je suis sensible aux énergies, et je peux dire que je pouvais ressentir à la minute près quand c'était commencé, et surtout aussi quand c'était fini, parce que vous savez, on est un peu parti en méditation, etc., on ressent les choses, et puis d'un seul coup, pouf, donc je sentais bien qu'il y avait quelque chose aussi qui se passait, et j'explique aussi ce que j'ai pu observer par rapport à mon évolution, à mon comportement, etc., par rapport au stress, par rapport à la nervosité, par rapport à m'aider dans mes choix d'évolution personnelle, etc. Alors après ça, on peut dire oui, ce sont que des coïncidences, oui, peut-être, mais chacun, là encore, répondra avec son cœur, c'est tout. Excuse-moi, je voulais expliquer un petit peu cette expérience des chambres à tachyon. Voilà, parfait. Non, mais c'est parfait. Donc voilà pour les chambres à tachyon. Si vous voulez en savoir plus, allez écouter le live de Luc, allez sur la chaîne de Gwen également, et puis ou bien venez écouter Radio Pléiade. On en parle aussi régulièrement. Quelques mots sur les pierres de Shintamani peut-être?
Oui, 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 oui. On n'a plus beaucoup de temps, mais allez, vas-y, parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur et j'aimerais savoir exactement le pourquoi. D'accord. Donc les pierres de Chintamani. Donc Sintamani ou Shintamani. Shinta signifie en sanskrit pensée, mani signifie joyau. Une pierre Sintamani, c'est la pierre qui est le reflet de votre bijou intérieur. Et qu'est-ce que votre bijou intérieur? C'est votre moi supérieur, votre présence je suis. Donc Sintamani, voilà. Bon, il y a différents orthographes. C'est un dans les traditions hindoues, en fait, c'est un joyau qui accomplit les désirs. Et c'est un des comment dire on trouve cette pierre entre les mains de certains avatars, notamment dans la religion bouddhiste. C'est considéré par certains comme la pierre philosophale. En réalité, cette pierre existe vraiment, même si pour les orientalistes c'est juste un symbole, pour les minéralogistes cette pierre n'existe pas, mais en réalité elle existe vraiment. Elle porte même un nom scientifique, mais je préfère ne pas le donner à l'antenne. Intéressez-vous au nom Shintamani. Je pourrais vous donner un lien aussi si Luc accepte. Shintamani en fait c'est une pierre sacrée qui vient Un du lien pour acheter cette pierre, alors, c'est comme tu veux. Déjà un lien pour vers un article qui l'a décrit déjà, et puis après, comme tu veux, comme tu oui, le, parce que comme. là aussi, j'ai été voir un petit peu sur Internet. Il y a beaucoup de propositions, mais je pense que toutes ne se valent pas. Toutes ne se valent pas. Et effectivement, il vous faut impérativement une pierre de Shintamani tachyonisée. On vous parlait de chambre à tachyon tout à l'heure. Il vous faut une pierre, voilà. Et nous, on connaît les bons filons pour avoir une pierre de Shintamani tachyonisée. Alors, c'est une pierre sacrée, donc qui vient du système stellaire de Sirius. Donc, il y a des millions d'années, au cours d'une super vague galactique. Alors, on n'a pas pu trop développer ce sujet-là, mais voilà, les pulsations des galaxies. Les galaxies ont un battement cardiaque et c'est ce qu'on appelle une super vague galactique. Pour nous, c'est tous les 13 000 ans. Donc une planète en orbite autour de Sirius A explosé et ces fragments se sont propagés dans toutes les directions. Certains d'entre eux ont atteint la Terre et on peut les retrouver donc à certains endroits à la surface de la planète aujourd'hui. Voilà. Alors et il y a toute une histoire autour de ces pierres Sintamani parce que pendant longtemps, ces pierres Sintamani étaient réservées à une élite, entre guillemets, en tout cas à des personnes qui avaient le meilleur potentiel pour influencer positivement l'histoire de l'humanité. Donc je pense au roi Salomon, qui a été en possession d'une de ces pierres, Alexandre le Grand, Akbar, plus proche de nous, un certain auteur qui s'appelle Edward Bulwer-Lytton, qui a révélé l'existence de l'Agartha à l'humanité à travers son roman La race à venir. Et plus tard également, donc alors il a un groupe templier aussi, donc a été en possession d'une de ces pierres, la société du Vril, et Nicolas Roerich également, donc qui a agi pour la paix mondiale que vous connaissez peut-être. Bon, en tout cas beaucoup de noms pourraient vous amener à approfondir certaines choses. Quoi qu'il en soit, les forces sombres ont toujours tenté de prendre possession de Persintamani, mais en vain. Cette pierre Sintamani est aussi le symbole de la fraternité de l'étoile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette pierre Sintamani va jouer un rôle considérable si vous faites le choix d'en acquérir une pierre Sintamani tachyonisée. Elle va jouer un rôle fondamental dans votre évolution, dans la connexion à votre présence je suis. Et lors de l'événement avec un grand E, donc l'impulsion galactique s'écoulera à travers toutes ces pierres Sintamani. Euh, Ces pierres Sintamani vont participer à l'effondrement du voile, donc de la matrice. Donc c'est un sujet que je peux pas développer maintenant, mais c'est le rôle de ces pierres. On en a enterré à la surface de la planète partout pour que ces pierres Sintamani participent à l'effondrement du voile. Mais si vous en avez une sur vous, une pierre personnelle, ce sera un conducteur d'énergie spirituelle qui vous permettra de savoir très exactement ce que vous avez à faire justement après cette percée de la lumière par compression que nous avons évoquée en début d'émission. Donc voilà, donc cette pierre est vraiment fondamentale. Il y a bien sûr bien d'autres pierres stellaires d'évolution. Je pourrais faire une émission de 2 heures si vous le souhaitez sur le sujet, mais en tout cas, je tenais à parler de cette pierre Sintamani qui est vraiment très importante et peut-être que ça parlera à certains d'entre vous et qu'il est grand temps si ce n'est pas encore le cas, de s'y intéresser, si vous voulez participer à être conducteur de lumière lors de la percée par compression. Voilà.
Merci. Ben, écoute, tu me transmettras tous les liens que je mettrai dans la description et je pense que ça intéressera beaucoup, beaucoup de personnes. Alors, mon cher Hervé, on a parlé de multitudes de choses et on arrive malgré tout à la fin de cette émission. Il faut bien que ça s'arrête un jour. On aurait tellement de choses à pouvoir encore échanger et que ce serait passionnant. Mais comme tu dis, ce sera pour une prochaine émission avec toujours le plus grand plaisir. Donc, une dernière question, c'est, OK, il y a des événements qui se déroulent actuellement sur la Terre, donc dans le monde subtil, ombre et lumière, dans le monde plus matériel ou dans les plans plus bas au niveau subtil. Moi, j'ai parlé des forces négatives et des forces positives pour histoire de pas mélanger un petit peu les genres, mélanger les esprits, mais aussi il se déroule quand même quelque chose de particulier dont je parle très souvent sur mes réseaux, c'est l'élévation actuelle du niveau vibratoire de la Terre. Alors que vient faire cette élévation vibratoire de la Terre dans tout ce plan qui se déroule actuellement à l'insu de tout le monde. Pourquoi justement cette élévation de la Terre vient en même temps que les forces négatives et les forces de lumière interviennent, ou inversement, pourquoi les forces de lumière et positives interviennent justement au moment de cette élévation vibratoire. Moi, je ne crois pas au hasard, je ne crois pas, je crois aux synchronicités, je pense qu'il y a de avoir une corrélation importante entre les deux. Mm. Tout à fait. Oui, voilà, l'élévation du taux vibratoire de la Terre est-il la cause ou la conséquence, par exemple, de l'intervention de ces galactiques dont nous parlions tout à l'heure, de ces galactiques positifs? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, il y a une élévation du taux vibratoire de la Terre, c'est incontestable. Je pense qu'on est dans une espèce de boucle rétroactive où on est à la fois dans la cause et dans la conséquence. Alors, il y a ces pulsations galactiques que j'ai évoquées, mais que j'ai évoquées très succinctement, qui ont lieu tous les 13 000 ans, une pulsation majeure, une pulsation mineure, un petit peu comme pression systolique et diastolique, je crois, en médecine, au niveau du cœur. C'est le poum poum, poum poum, poum poum au niveau du cœur. Eh ben la galaxie c'est pareil. Et vous savez que plus un être est petit, plus son cœur bat vite, plus un être est grand, plus son cœur bat lentement. Et la galaxie est un être immense et donc son cœur bat très très lentement. Et donc on a une pulsation majeure tous les 26 000 ans et une pulsation mineure tous les 26 000 ans également. Donc les pulsations majeures et mineures alternent. Donc c'est pour ça qu'on en a tous les 13 000 ans. Et là on arrive à un moment particulier de l'histoire de la Terre où on va avoir une pulsation mineure, une pulsation à dominance yin, mais qui malgré tout aura des effets très importants à la surface de cette planète. Et donc ces énergies qui nous sont envoyées par le cœur de la galaxie, ce qu'on appelle le Soleil central galactique, pareil, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, participe à l'élévation du taux vibratoire de la Terre, prépare la Terre justement à cette pulsation galactique. Et si la Terre n'était pas préparée, si la Terre n'élevait pas son niveau vibratoire, la Terre pourrait subir le même destin que cette planète du système de Sirius A dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a explosé parce qu'elle était non alignée avec les vibrations justement, ces belles vibrations du cœur de la galaxie. Donc aujourd'hui, il est impératif que la Terre augmente ses vibrations pour s'aligner et pour qu'elle soit prête à recevoir cette pulsation galactique. Et en même temps, il y a tous ces êtres de lumière que nous sommes à la surface de cette planète qui participent à l'ancrage de cette lumière, qui participent à l'augmentation du taux vibratoire de la planète, qui participent à cette préparation. Et in fine, effectivement, si on regarde plus loin devant nous, le destin de la Terre est d'évoluer sur un plan vibratoire supérieur, ce que certains appellent l'ascension. Donc c'est quelque chose qui concerne la Terre, mais qui concerne aussi les êtres à la surface de la planète, pour ceux qui accepteront de faire le choix de rester à la surface de cette planète, parce que malheureusement, chaque pulsation galactique est agrémentée d'un certain nombre de cataclysmes. C'est les déluges, les fameux déluges de l'histoire de l'humanité. Mais on sait il y a des technologies qui permettront de maintenir des îlots de lumière à la surface de cette planète lors de ces cataclysmes. Quoi qu'il en soit, la planète doit traverser une phase d'épuration.
Et c'est ça qui est en train de se préparer avec l'élévation du taux vibratoire. Et finalement, tout participe à cela. Le Soleil central galactique nous y prépare. Toutes les races galactiques et qui viennent nous aider, nous y préparent. Le mouvement résistance nous y prépare. Les êtres de lumière à la surface de cette planète nous y préparent. Et toute personne qui participe ainsi dans son cœur au travail spirituel nous y prépare. Donc voilà, donc c'est une espèce de mouvement inéluctable. Il n'y aura pas de victoire de l'ombre. La victoire de la lumière est inéluctable. Donc Victoria Luminis, hein, souvenez-vous, le nom de mon canal sur Telegram. Il n'y a pas d'autre issue possible que la victoire de la lumière. C'est juste qu'elle a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait des couches et des couches et des couches, parce que l'ombre était très forte, très puissante, bien au-delà de ce qu'on avait pu imaginer. Mais en tout cas, voilà, c'est un cycle qui s'achève, et il y a aussi beaucoup de cycles stellaires et planétaires qui viennent soutenir cette élévation vibratoire de la Terre. Et donc tout ça participe à cette grande transition et cette bascule donc dans un âge d'or. Voilà ce que je peux dire. Oui, oui. Donc là encore une fois, on se rejoint sur ces points de vue et que je ne cesse de dire que l'énergie, le taux vibratoire de la Terre s'élève grâce aux énergies qui nous viennent de notre galaxie. Et donc c'est pas la Terre proprement dite, mais c'est toute notre galaxie, tout l'ensemble de la galaxie qui bénéficie aussi de ce mouvement de changement de notion de vibration. Alors, Hervé, nous arrivons quand même, il va falloir qu'on conclue. On a du mal à conclure. On va conclure, on va bientôt faire nos 2 heures de vidéo. Aurais-tu un dernier petit mot à nous dire? Mais petit. Un petit mot à nous dire. Alors, oui, alors on avait prévu de parler de Starseed, mais on ne pourra pas développer ce concept-là. Moi, j'ai envie de vous dire que, au-delà de tous ces concepts spirituels qui circulent, la question la plus importante, en fait, à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous met en action? Si vous voulez vous appeler travailleur de lumière, Starseed ou quoi que ce soit, très bien. Si vous faites ce choix, c'est très bien. Mais posez-vous la question, dans quelle mesure ça vous met en action au service de la lumière? euh, Défocalisez-vous peut-être des concepts d'ascension qui sont des concepts plus distants pour vous refocaliser sur des concepts beaucoup plus concrets qui sont la guérison, parce que nous avons tous un besoin impérieux et profond de guérison sur tous les plans. Je ne parle pas que du plan physique, bien sûr, je parle aussi du plan éthérique, astral, mental, etc. Nous avons subi les pires atrocités à la surface de cette planète, dans cette matrice. Nous avons tous un besoin impérieux de guérison. Focalisez-vous sur votre guérison et mettez-vous en action au service de la libération planétaire. C'est tout ce que je peux vous souhaiter de mieux. Voilà. Donc, tu l'as dit, mais j'insisterai, on ne parle pas de guérison de maladie, mais on parle de la guérison de notre être véritable qui doit reprendre son plein potentiel et se libérer de toutes les contingences qui nous bloquent et qui nous empêchent d'évoluer. Et on comprend pourquoi ça ne n'arrangerait pas si nous avions notre plein potentiel, certainement que ça n'arrangerait pas les forces négatives, vous l'avez bien compris. Alors, merci Hervé de toutes ces explications qui nous ont amenés très loin dans le temps, dans l'espace, en côtoyant tous nos frères et nos sœurs extraterrestres qui sont là et qui sont qui sont nos amis, même s'il y en a certains qui sont pas toujours très sympathiques, ça n'empêche que ils font partie des consciences galactiques et ils font partie aussi de cette grande famille des êtres qui peuplent cet univers. Donc, chacun qui a écouté cette vidéo, bah, comme je le disais au départ, maintenant, écoutez votre cœur, comme on l'a répété plusieurs fois dans cette vidéo. Ne prenez pas tout comme étant forcément la vérité. C'est une vérité, c'est un point de vue, c'est une expérience. Maintenant, vous faites votre propre point de vue. Pour moi, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses que Hervé a dites qui ont résonné dans mes propres pensées, convictions, expériences, etc., mais pas forcément l'ensemble. Donc, je dirais que le point le plus important, et je terminerai là-dessus, c'est que quoi qu'on pense de tout ça, le message d'Hervé aujourd'hui était un grand message d'espoir.
Et ça, c'est extrêmement important. Et ce message d'espoir nous remet tous et chacun au centre de l'évolution de ce qui est en train de se passer. C'est pas là, n'attendez pas de l'extérieur, travaillez sur votre intérieur et tout ira bien. Voilà, moi, ce que je dirais pour terminer. Je pense que Hervé, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Un immense merci, Luc, de m'avoir permis de faire cette émission. C'est très courageux de ta part. Merci beaucoup. Merci Hervé, merci à tous et puis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Parole aux explorateurs de conscience. À très vite. Merci, au revoir.